Les événements commencent par un présentateur de télévision déclarant que le gouvernement, lors de sa conférence annuelle, a annoncé que l'économie a continué de croître depuis la fin de la Grande Guerre, mais qu'il y a eu une augmentation des crimes. Pendant ce temps, le protagoniste, Inouye, reçoit un appel téléphonique et quitte immédiatement son bureau. Plus tard, Inouye jette 2 hommes hors d'un bar et leur dit de ne pas revenir. Inouye remarque que 2 choses ont changé la ville depuis la fin de la Grande Guerre. La première est l'expansion de la société Berjorn en raison du boom des achats militaires pendant la guerre. Et la seconde est l'émergence des individus augmentés par Berjorn. La propriétaire du bar apparaît et lorsqu'elle essaie de toucher la tête d'Inouye par derrière, il l'arrête, expliquant qu'il ne veut pas lever la main contre sa cliente. La femme mentionne une rumeur selon laquelle un déclencheur sur sa tête serait son point faible, ce qu'Inouye confirme, affirmant que personne ne touchera son déclencheur. Elle commente qu'il semble chercher quelqu'un à qui faire confiance avec son déclencheur. Inouye lui dit d'arrêter de plaisanter et la prévient de choisir ses clients avec soin pour éviter les ennuis. La femme mentionne des gens souffrant après la guerre et son incapacité à ignorer le trafic de drogue dans son bar. Elle propose à Inouye un paiement et un verre, mais il refuse, disant que son cigare lui suffit. Il lui conseille de garder son argent pour un traitement et elle le serre dans ses bras par derrière, le remerciant, mais l'avertissant de ne pas mal interpréter. Inouye continue de marcher, qualifiant ses actions de stupides. Alors qu'Inouye marche dans les rues, un vendeur l'interpelle, offrant des produits de haute qualité, mais Inouye continue son chemin. Le récit passe à Inouye qui gagne sa vie en gérant les problèmes causés par les expandés et en passant du temps avec des enfants en fuite et en médiant des disputes entre gangs rivaux. Les gens discutent de l'enlèvement d'un enfant par un expandé renégat et une poursuite s'ensuit. Un homme commente que la guerre est terminée, mais que les choses ne se sont pas améliorées. Et Inouye est d'accord. Une femme remarque Inouye et se sent intimidée par son apparence chargée d'armes à feu. Mais quelqu'un la rassure en disant que c'est Inouye, l'analyste. Inouye aperçoit une nonne, Karen, parlant à la police au sujet de l'enfant disparu. Plus tard, Inouye retourne à son bureau et Christina, la propriétaire, mentionne avoir entendu un bruit fort venant de son bureau et s'inquiète que son arme à tête explose. Inouye se précipite vers son bureau, affirmant qu'il a à peine les moyens de payer le loyer. Un individu élargi apparaît derrière Inouye qui demande s'il est celui qui cause le trouble et kidnappe l'enfant. L'élargi nie toute implication et Inouye menace d'appeler la sécurité. L'expansé admet qu'il est en fuite, craignant d'être repris. La sécurité frappe soudainement à la porte, exigeant d'entrer et déclarant qu'ils savent que l'expansé est à l'intérieur. Inouye refuse, affirmant qu'il rénove la pièce et ne peut pas recevoir de visiteurs. La sécurité avertit que l'expansé a kidnappé un enfant d'un orphelinat et est poursuivi. L'expansé est licencié par l'administration de la reconstruction, mais risque de perdre sa licence si les enquêtes sont entravées, car cela violerait la loi sur l'expansion. Inouye reconnaît la gravité, mais suggère que des lois moins importantes peuvent être contournées. La sécurité part, avertissant qu'ils chercheront ailleurs et mentionnant l'implication de Berjorn. L'expansé demande à Inouye de protéger l'enfant et de l'emmener dans un endroit sûr, offrant un paiement futur. Inouye accepte, ayant besoin de faire réparer sa fenêtre. L'expansé le remercie et part, poursuivi par la sécurité. Inouye contacte l'ingénieur Miyari pour préparer l'endroit habituel pour cacher quelqu'un. Inouye porte l'enfant et part, mais Karen l'intercepte. Karen révèle qu'elle dirige l'orphelinat et exige l'enfant, expliquant que Dieu l'a mené là pour le récupérer. Inouye questionne son voyage seul et sa précipitation, étant donné le rebelle élargi. Karen enlève son habit, révélant un emblème de Berjorn, et menace de tuer Inouye s'il ne remet pas l'enfant. Inouye se cache derrière un mur tandis que Karen lui tire dessus, commentant son habileté. Karen se moque de l'incapacité d'Inouye à riposter et le traite d'inutile. Elle promet une mort sans douleur en guise d'excuse, mais est interrompue par l'expansé qui l'attaque par derrière. Inouye attrape l'enfant et s'enfuit, mais Karen tire sur l'expansé qui manque de tomber, mais est rattrapé par Inouye. Karen menace de tuer Inouye s'il ne remet pas l'enfant. Inouye pose l'enfant, promettant de le récupérer, mais Karen lui tire dessus, le faisant tomber du bâtiment en s'accrochant à la main de l'expansé. Karen prend l'enfant et Inouye se réveille plus tard, mouillé et inquiet de rouiller. Il trouve l'expansé blessé et l'interroge. L'expansé explique que Karen appartient à une installation qui emprisonne des orphelins pour les expériences de Berjorn. L'enfant, Tetsuro, est lié à cette installation et Karen le cherche pour Berjorn. Inouye reste sceptique, mais croit l'histoire en raison de l'état de l'expansé. L'expansé, Tetsuro, explique que Berjorn a implanté un dispositif appelé Alain-Sijam, permettant de contrôler les individus expansés. Il s'est échappé, mais a perdu ses cordes vocales et a eu les tendons de ses jambes sectionnés. Inouye n'aime pas les enfants, mais accepte d'aider et rencontre Karen dans un train. L'histoire se termine avec Inouye confrontant Karen, qui reste déterminée à accomplir sa mission. Ensuite, Inuyashiki a dirigé son poing vers le train, l'arrêtant avec sa force extraordinaire. Quelqu'un a alors dit à Karen qu'ils avaient été attaqués par un expanseur dérangé. Les hommes armés de Karen ont entouré Inuyashiki et ont ouvert le feu sur lui. Inuyashiki a contré l'attaque, frappant tout le monde sur son chemin avec son poing puissant, disant qu'il réagissait de manière excessive face à un homme désarmé. Quelqu'un a suggéré à Karen de demander du renfort au quartier général, mais elle a refusé, disant qu'elle ne ferait pas quelque chose d'aussi
humiliant. Pendant ce temps, Inuyashiki a défoncé la porte et est entré chez Karen, disant qu'il était venu récupérer l'enfant qu'elle lui avait emprunté. Karen s'est excusée, mais lui a dit qu'elle l'éliminerait parce que sa mission était de ramener cet enfant à l'établissement. Karen a alors pointé son arme sur Inuyashiki, qui s'approchait d'elle, disant qu'il détestait les enfants, surtout les obéissants. Inuyashiki a ensuite dirigé ses mots vers Tetsuro, qui était inconscient, demandant s'il lui avait dit qu'il voulait seulement marcher librement et ne pas devenir un outil pour les expériences de Periorn. Il a ordonné à Tetsuro de laisser tomber sa colère et de ne pas abandonner si facilement. À ce moment-là, Tetsuro s'est réveillé et a dit à Karen que le système Harmony s'était activé. Tetsuro a alors libéré une vague de lumière de sa bouche, contrôlant l'un des partisans de Karen et demandant à Inuyashiki de le sauver. Karen était stupéfaite, tandis qu'Inuyashiki disait fièrement « C'est comme ça que les enfants devraient être ». Karen est devenue furieuse et a pointé son arme sur Inuyashiki, demandant « Que dirais-tu d'un tir à cette distance ?» Inuyashiki a esquivé la balle et l'a bloquée avec sa main, disant qu'il réaliserait le souhait de Tetsuro. Il a ensuite rapidement assommé Karen et libéré Tetsuro, disant qu'il avait accompli sa tâche promise. Plus tard, Inuyashiki a de nouveau appelé Miyari depuis un bureau de tabac et lui a dit qu'il serait en retard, mais qu'il viendrait maintenant avec la personne qu'il voulait cacher. Inuyashiki a ensuite raccroché, a demandé au commerçant des cigarettes Tanegashima et en a bientôt allumé une, disant que sa tolérance aux maux de tête avait beaucoup augmenté et qu'il ne pouvait plus bouger. Il a regardé sa main, disant qu'il avait été touché par beaucoup de balles en essayant de frimer. Il regarda alors Tetsuro, qu'il avait placé sur les escaliers, et dit qu'il l'avait sauvé, mais ne savait pas quoi faire de lui. Pendant ce temps, les nouvelles ont annoncé qu'un train Parion avait déraillé ce matin à cause d'une attaque du groupe terroriste anti-Expander, Spetsburg, et que l'incident avait probablement été dissimulé par Parion pour cacher l'existence de l'enfant. Quand Inuyashiki entendit cela, il porta Tetsuro sur son épaule, disant que Parion devait cacher la vérité. Les nouvelles ont également mentionné que les terroristes de Spetsburg étaient soupçonnés d'avoir enlevé Tetsuro, le fils aîné du président exécutif de Parion, Arahaba Kichiro. Personne n'avait vu Tetsuro depuis sa disparition soudaine il y a un an, et l'agence de reconstruction a annoncé qu'elle aiderait Parion à le rechercher. Ailleurs, un homme regardait sa fille, qui bougeait au hasard sur une table. Il a dit qu'il l'avait fait subir une expansion illégale pour gagner de l'argent, mais que son expansion avait été assemblée de manière non naturelle, ignorant la compatibilité, ce qui a causé l'échec de l'expérience. Mireille a dit à ce moment-là que si la fille continuait à bouger involontairement comme ça, son cerveau subordonné serait sollicité, affectant également son vrai cerveau. Le père de la fille a dit que c'était impossible, et Mireille lui a demandé pourquoi il était encore là, lui disant que les hommes devraient rester dehors. L'homme a dit qu'il avait payé beaucoup pour le traitement de sa fille, et Mireille a demandé de quel traitement il parlait, puisqu'elle venait de démonter sa fille pour enlever les parties endommagées et la maintenir en vie. L'homme courut pour étreindre sa fille, qui répétait « Papa ». Mireille lui dit de venir la voir la prochaine fois qu'il aurait besoin d'une extension, et promit d'installer des pièces de haute qualité, pour moins cher que ce que la mafia demanderait. L'homme partit, et Mireille demanda à Inuyashiki de se montrer. Inuyashiki est apparu, plaçant Tetsuro sur la table. Mireille a demandé s'il voulait cacher l'enfant, et elle a dit que cela ne la dérangeait pas de le cacher, ajoutant que Parion réfléchirait à 2 fois avant d'entrer dans le bidonville de Kiyosu rempli d'immigrants. Plus important encore, elle était intéressée par la nouvelle expansion illégale de Tetsuro, appelée Harmony. Inuyashiki a dit que l'expansion s'appelait Harmony, et Mireille a expliqué qu'elle avait été initialement développée pour renforcer les soldats pendant la guerre. Le cerveau subordonné a été créé pour soutenir les fonctions des humains améliorées et réduire la charge sur le cerveau humain. Cela permettait à l'expanseur de déplacer les parties étendues selon des schémas de mouvement préprogrammés sans commande complexe. Inuyashiki se demandait comment il pouvait désactiver le système Harmony, et Mireille a dit que les anciens modèles d'expanseurs comme le sien étaient difficiles à cibler parce que leur cerveau subordonné était interne. Elle a supposé que le système Harmony forçait probablement un autre expanseur à prendre le contrôle par la force et a confirmé que Parion réfléchirait probablement à 2 fois avant d'entrer dans le bidonville. Mireille a expliqué que le système Harmony avait probablement été développé pour prendre le contrôle du cerveau subordonné d'un autre expander. Inuyashiki a demandé comment il pouvait le désactiver, et Mireille a dit qu'elle avait besoin de 3 clés, l'utilisateur, le fabricant et les services médicaux d'urgence. Elle a également mentionné une clé maîtresse supposée qui pourrait les remplacer. Mireille se demandait pourquoi Parion créerait un système qui pourrait les détruire dès le départ. Inuyashiki a demandé s'il pouvait retirer le système Harmony, et Mireille a dit qu'il était implanté près de la moelle épinière de Tetsuro, donc un retrait forcé pourrait causer de graves dommages. Il semblait que les personnes qui l'avaient implanté ne se souciaient pas de savoir s'il vivait ou mourait, peut-être parce qu'il était orphelin. Inuyashiki a expiré sa cigarette et a dit « Qui sait ?» Mireille lui a demandé avec surprise s'il avait changé de marque de cigarette, et il a dit qu'il avait dû le faire parce qu'il ne pouvait pas obtenir ses préférés. Mireille a ensuite rassemblé ses affaires et a dit qu'il avait laissé des cigarettes Tanegashima chez elle la dernière fois, mais après qu'Inuyashiki se soit excité, elle l'a tapé sur la tête, disant qu'elle les avait probablement jetées parce qu'elle ne fumait pas, et si elle gardait des cigarettes aussi malodorantes, ses patients se plaindraient. Mireille a dit qu'elle pouvait élargir les cordes vocales et les membres de Tetsuro pour l'aider dans la vie quotidienne, mais qu'elle devait attendre qu'il se réveille.
Inuyashiki est dans la partie lui demandant d'appeler son bureau quand Tetsuro se réveillerait. Mireille a demandé s'il avait déjà terminé sa mission et pourquoi il ne réagissait pas à l'enfant, se demandant s'il voulait le garçon comme partenaire. Inuyashiki est parti disant qu'il comptait sur elle. Plus tard, Inuyashiki se tenait au milieu de la rue, fumant, mais il était agacé parce que les cigarettes ne le satisfaisaient pas comme ses préférées. Il aperçut un distributeur avec ses cigarettes préférées, s'excita et essaya de les prendre, mais deux agents de sécurité prirent les cigarettes et l'escortèrent vers un homme qui les remercia et les renvoya. L'homme a dit à Inuyashiki qu'il savait qu'il était un expandeur dérangé créé par l'armée pendant la Grande Guerre. L'homme a dit à Inuyashiki tout ce qu'il savait sur lui et a finalement demandé comment il pouvait réparer sa fenêtre cassée puisqu'il n'avait pas été payé pour son dernier travail. Inuyashiki a demandé à l'homme qui était Tetsuro et l'homme a répondu que Tetsuro était un représentant de Parion nommé Cunningham qui était venu le récupérer puisqu'ils étaient ses propriétaires légaux. Cunningham a demandé à Inuyashiki de résoudre les choses pacifiquement en échange d'une compensation adéquate. Cunningham a ensuite offert à Inuyashiki un paquet de cigarettes Tanegashima et a dit que si les cerveaux subordonnés étaient continuellement stressés, ils affecteraient le cerveau réel. Il a expliqué que les cigarettes Tanegashima étaient une forme de médicament pour les expanders. Cunningham a ensuite ordonné à ses hommes d'attacher Inuyashiki. Pendant que ses hommes liaient Inuyashiki, Cunningham a placé les cigarettes devant lui et a commencé à les piétiner, menaçant de détruire tout ce qu'Inuyashiki aimait s'il rejetait l'offre. Inuyashiki a demandé à Cunningham pourquoi il traitait Tetsuro, le fils unique du président exécutif de Parion, Arahaba Kichiro, comme un cobaye de laboratoire. Cunningham a dit que tous les employés, même Tetsuro, n'étaient que des rouages dans l'entreprise et que leur travail était de terminer leurs tâches comme ils l'avaient fait dans le passé. Cunningham a pressé Inuyashiki de prendre une décision concernant l'offre, disant qu'il voulait rentrer tôt chez lui et dîner avec sa famille. Soudain, Inuyashiki retrouva sa force, déchira les jambes de Cunningham et révéla des outils tranchants sur son dos. Cunningham était stupéfait et Inuyashiki lui dit qu'il fumait ses cigarettes parce qu'il les aimait, pas parce qu'elles lui permettaient de bouger, et Tetsuro avait dit qu'il n'était pas un outil, donc il ne devrait pas le chercher. Inuyashiki enleva alors ses vêtements, menaçant qu'il ne pouvait malheureusement plus contrôler son corps. Après un moment, Cunningham se tenait seul après qu'Inuyashiki ait vaincu tous ses hommes. Inuyashiki offrit à Cunningham la chance de retourner à Parion au lieu d'être déchiré. Cunningham ramassa la boîte de cigarettes et partit, disant à Inuyashiki de faire attention car Parion serait maintenant à sa poursuite. Inuyashiki demanda à Cunningham de laisser au moins un paquet et Cunningham accepta. Mireille apparut alors derrière et dit à Inuyashiki qu'il semblait avoir des ennuis. Plus tard, Inuyashiki a fumé les cigarettes de Mireille, qui reproduisaient les ingrédients actifs des cigarettes de Tanegashima, mais il a dit qu'elles avaient un goût terrible. Mireille a dit qu'elle ne connaissait pas le goût des cigarettes et a demandé à Inuyashiki pourquoi il lui posait la question. Inuyashiki a demandé à propos de son masque facial et elle a dit qu'elle était déguisée, parce qu'elle ne voulait pas s'impliquer avec lui. Elle était venue le voir quand elle avait appelé son bureau et qu'il n'avait pas répondu, supposant qu'il souffrait peut-être de symptômes de sevrage. Après que Miwar ait expliqué la situation à Tetsuro, il a mentionné qu'elle avait effectué une simple expansion externe, mais l'a assuré qu'il s'y habituerait avec le temps. Elle s'est également excusée de ne pas pouvoir aider avec ses cordes vocales, expliquant que le dispositif Harmony interférait avec elle. Tetsuro écoutait tranquillement, essayant de se nourrir, mais il a laissé tomber sa fourchette. Cela lui rappela le moment où les adeptes de la société Pyréorn l'avaient acculé lors de sa fuite, et il baissa la tête de tristesse. Miwari ramassa la fourchette et lui demanda d'ouvrir la bouche pour qu'elle puisse le nourrir, lui demandant en plaisantant s'il était heureux qu'une si belle fille le nourrisse. Inoue la réprimanda et lui dit de ne pas déranger Tetsuro. Inoue plaça ensuite un expanseur devant Tetsuro et lui expliqua certaines choses pendant qu'il mangeait. Pendant ce temps, les frères Juan du groupe Kyosei ont frappé à la porte et ont dit qu'ils savaient qu'Inoue était à l'intérieur. Miwari a conseillé à Inoue d'ouvrir la porte rapidement et il l'a fait. L'un des frères a commenté que l'expander d'Inoue était en effet un pistolet et l'autre frère a mentionné qu'il y avait beaucoup d'expanders comme Inoue. Inoue a demandé ce qu'il voulait et l'un d'eux a expliqué que Kyosei avait été attaqué récemment avec des enfants comme cible. Le coupable n'a tué personne mais a enlevé leurs bras et leurs jambes, laissant les enfants inconscients et incapables d'expliquer ce qui s'est passé. L'homme montra à Inoue quelques photos, expliquant que le coupable suspendait les parties du corps des expanders dans des lieux publics, attachés avec des fils comme des marionnettes. Il soupçonnait que les attaquants faisaient partie du groupe Spitsbergen. Il ajouta que les attaques visaient probablement à contrôler le marché noir des expanders, car les attaquants étaient des ennemis de la technologie d'expansion. L'homme a continué, admettant qu'il ne pouvait pas ignorer la violation de son territoire, mais qu'il avait honte d'admettre qu'il avait perdu ses hommes face à l'agresseur. Il ne savait pas qui était l'attaquant, mais a demandé à Inoue de les trouver et de les éliminer. Inoue a accepté. L'homme a également proposé de régler les choses avec Pyréorn car il avait entendu parler de leur conflit. Inoue a ignoré l'offre et a dit qu'il s'occuperait du problème, ajoutant qu'ils devraient protéger leur propre territoire. Il leur a offert du café, disant que les prix avaient augmenté, mais qu'ils pouvaient se le permettre. Un des frères a pointé une arme sur Inoue, disant qu'il ne tolérerait pas d'être moqué. L'autre frère l'a calmé. L'homme s'est alors penché près d'Inoue, disant qu'il n'y avait aucun intérêt à fixer un homme qui ne pouvait même pas voir. Il s'est tourné vers Inoue et a dit que s'ils ne pouvaient pas protéger leur propre territoire, ils n'avaient pas le droit de se croire supérieurs aux étrangers. Il a également mentionné qu'il ne voulait pas causer de problème parce que Miwari leur avait toujours été utile. Miwari écoutait la conversation derrière la porte. Après le départ des frères Juan, Miwari a demandé à Inoue pourquoi il avait refusé leur aide.
Inoue a expliqué que les attaques n'étaient pas de Spitsbergen, mais un message de Pyréorn qui ciblait les enfants pour trouver Tetsuro. Miwari a dit que c'était impossible, mais Tetsuro est soudainement tombé du lit. Miwari s'est précipité vers lui, disant qu'il était trop tôt pour qu'il marche. Tetsuro a utilisé le crâne de l'expandeur et a dit qu'il ne pouvait pas laisser les autres enfants être attaqués à cause de lui. Miwari l'a soutenu, comprenant ses sentiments mais soulignant combien il était épuisant de gérer Pyréorn. Miwari a ensuite demandé à Inoue ce qu'il ferait de sa propre implication avec eux. Inoue a dit qu'il ne voulait pas demander à Tetsuro de combattre Pyréorn puisque Tetsuro ne pouvait même pas bouger sans aide. Miwari réprimanda Inoue pour cela. Tetsuro dit qu'Inoue avait raison parce qu'il ne pouvait même pas se tenir debout tout seul, mais cela ne signifiait pas qu'il n'avait pas le droit de poursuivre ses souhaits. Tetsuro raconta comment il s'était seulement concentré sur sa propre protection en s'échappant de l'installation et n'avait pas essayé de sauver ses compagnons prisonniers. Miwari demanda où se trouvait l'installation et Tetsuro dit qu'il se souvenait seulement d'avoir couru à travers des couloirs sombres tout en étant poursuivi. Il a ajouté que Pyréorn kidnappait des gens pour des expériences et que c'était son devoir d'arrêter leur mal en tant que fils du PDG de Pyréorn. Il a continué en disant que s'il essayait d'aller au bureau de sécurité ou à la presse, Pyréorn effacerait son existence, mais qu'il devait empêcher plus de mal aux autres. Inoue a accepté de protéger Tetsuro jusqu'à ce qu'il puisse marcher seul, mais a demandé une compensation puisqu'il ne dirigeait pas une œuvre de charité. Tetsuro a pensé à voix haute que le dispositif Harmony pourrait être vendu pour une grosse somme s'il pouvait l'enlever. Miwari a expliqué que le dispositif était intégré à la moelle épinière de Tetsuro, ce qui rendait son retrait difficile. Inoue a ensuite dit à Tetsuro que le monde n'était pas juste et lui a conseillé de se concentrer d'abord sur lui-même plutôt que sur les autres enfants. Inoue est ensuite allé au salon pour boire du café, mais a soudainement perdu le contrôle de son corps à cause de l'influence de Tetsuro. Il s'est effondré devant la chambre de Tetsuro, et Miwari a demandé s'il allait bien. Il lui a dit que c'était à cause de Tetsuro. Inoue a ensuite pris Tetsuro et est parti, disant que Miwari avait déjà eu assez de problèmes. Miwari a commenté que c'était ce que faisait le dispositif Harmony. Dans la rue, Inoue a mis le corps de Tetsuro dans un sac et l'a porté sur son dos, disant qu'il avait l'impression de voler, mais que c'était pour la sécurité des autres enfants. Il pensait aussi que si Tetsuro était resté avec Miwari, elle aurait pu le forcer à se déconnecter, découvrant sa situation, surtout que son corps devenait sans défense lorsqu'il contrôlait un autre expander. Inoue est ensuite allé à un endroit spécifique, maintenant entièrement contrôlé par Tetsuro. Là, il a rencontré un homme qui ne croyait pas qu'Inoue venait du bureau de sécurité à cause de son expander. L'homme a parlé de la façon dont les enfants étaient ciblés dans cette zone et a dit à Inoue que sa sœur cadette avait poursuivi un oiseau comestible il y a 10 ans mais n'était jamais revenu. L'homme a ensuite sorti une perceuse électrique et a demandé à Inoue s'il voulait bien jeter un œil à ses pièces. Soudain, Inoue réalisa qu'il était entouré par de nombreux hommes par derrière. Il courut vers la rue et tout le monde le poursuivit. Inoue se cacha bientôt quelque part, mais les hommes continuèrent à le traquer, se divisant en groupes pour le trouver. Inoue, toujours contrôlé par Tetsuro, dit que le corps d'Inoue avait de nombreux canaux, mais qu'il ne pouvait pas bien le contrôler, parce que le cerveau secondaire d'Inoue était différent des versions standards. Tetsuro cacha alors l'expandeur d'Inoue et commença à marcher dans la rue déguisée. Il entendit deux filles s'enfuir d'un homme qui les poursuivait. L'une des filles s'appelait Indy et l'autre Anne. Tetsuro est intervenu, utilisant le grand corps d'Inoue pour bloquer l'homme. Tetsuro a demandé à l'homme s'il était un terroriste de Spitsbergen et lui a dit d'arrêter de poursuivre les filles. L'homme a sauté avec ses épées, prêt à attaquer Tetsuro. Tetsuro a réagi rapidement et a bloqué l'attaque de l'homme, le laissant suspendu au plafond. Pendant ce temps, Anne a dit à Indy qu'on leur avait dit que son corps redeviendrait normal si elles accomplissaient leur mission, donc elles devaient tuer tous les témoins. Indy dit à Anne qu'elle avait raison, et Indy se transforma soudainement en une araignée géante, s'élevant dans les airs et disant qu'il n'avait plus besoin d'adultes. Tetsuro demanda s'ils étaient responsables de l'attaque des enfants, mais réalisa rapidement qu'ils étaient les expanders de Pyréorn sur lesquels on avait expérimenté. Anne demanda avec surprise comment il le savait et qui il était. Tetsuro expliqua qu'il avait été prisonnier dans cette installation mais s'était échappé avec l'aide de quelqu'un et qu'il allait maintenant les sauver. Anne a dit qu'elle ne savait pas pourquoi il avait tué l'expandeur Kyosei, mais qu'ils n'étaient pas des prisonniers. L'installation était leur seul foyer. Cependant, elle a dit qu'elle devait le tuer maintenant qu'il les avait vus. Anne a ordonné à Indy d'éliminer Tetsuro. Anne a tiré sur Tetsuro et il a commencé à courir. Les balles ont touché le corps d'Inoue, le faisant s'effondrer. Tetsuro a dit qu'il avait perdu le contrôle du corps d'Inoue à cause des tirs. Pendant ce temps, Indy est devenu erratique et s'est écrasé contre le mur d'un restaurant. Les gens ont couru de peur, criant à propos d'un expander déchaîné. Anne courut pour contrôler Indy, disant que s'il pouvait ramener Tetsuro à l'installation, il serait pris en charge et ne souffrirait plus. Indy reprit sa forme humaine et Anne la soutint jusqu'à ce qu'il rencontre Cunningham. Anne lui a dit qu'Indy avait atteint sa limite et avait besoin de soins. Cunningham lui a rappelé que leur mission était de contrôler la frénésie d'Indy et d'attaquer les enfants pour forcer Tetsuro à retourner à l'installation. Anne a dit qu'ils avaient laissé les messages comme demandé, mais Cunningham a ordonné à ses hommes de se débarrasser d'Anne et d'Indy, disant que l'entreprise n'avait pas besoin d'outils peu fiables. Juste à ce moment-là, Inoue est apparu et a dit que les deux filles n'étaient les outils de personne. Anne voulait traduire le texte suivant en anglais dans un style simple et facile à comprendre sans utiliser un style de dialogue et en tenant compte de la présence d'événements complets qu'elle avait précédemment résumés pour le traducteur. Voici la traduction. Quand Anne a vu Inoue couper le chemin des hommes de la société Pyréorn, elle lui a demandé avec étonnement s'il avait été affecté par le poison d'Indy. Inoue a répondu qu'il avait été affecté, mais il semble que son corps était quelque peu résistant au poison. Cependant, il ressentait encore un certain engourdissement.
Cunningham a alors dit « Un expanseur Kiyoshi ». Anne a demandé s'ils avaient réalisé qu'ils étaient dans une situation compliquée. Cunningham ordonna à ses hommes de frapper Inui, et le subordonné d'Inui le frappa au visage, déchirant le masque qu'Inui portait. Cunningham fut choqué et répéta sarcastiquement « Inui ». Le subordonné d'Inui le souleva d'une main, et Cunningham se moqua en disant « Il semble qu'Anne et Indy ont été utiles d'une manière inattendue ». Cunningham ordonna alors à son homme de libérer Indy, et l'homme le fit. Anne se précipita vers elle tandis que Cunningham leur disait qu'ils avaient une dernière chance de vivre à condition de combattre Inui. Il leur demanda de prouver leur valeur en combattant Inui, et la compagnie les accueillerait de nouveau. Indy dit avec émotion que si Anne utilisait à nouveau son pouvoir avant de recevoir un traitement, elle le ferait. Avant qu'Indy ne puisse finir, Anne l'interrompit, se leva soudainement et dit qu'elle allait bien, que ses bras la maintiendraient. Indy rassembla rapidement ses forces et se transforma en araignée, entourant Tetsuro, qui contrôlait encore le corps d'Inui. Tetsuro la supplia d'arrêter, lui assurant qu'elle et Anne étaient exploitées et qu'il savait qu'elle ne voulait pas faire cela. Anne lui a dit avec colère de se taire, disant qu'ils avaient toujours tout fait ensemble. Bientôt, l'une des pattes d'araignée d'Indy perça le corps d'Inui, le soulevant. Son sac à dos, qui contenait le corps de Tetsuro, tomba et Tetsuro atterrit au sol. Cunningham s'exclama sous le choc. Tetsuro, et dit incrédule. Incroyablement, il est impossible que celui à l'intérieur d'Inui soit Tetsuro. Il se demandait si Tetsuro contrôlait Inui en utilisant le système Harmony, mais a dit que c'était totalement inattendu. Tetsuro, a-t-il dit, avait neutralisé la plus grande nuisance de Parion, mais était aussi leur seul protecteur. Cunningham se moqua alors. Un enfant stupide utilisant le pouvoir d'Harmony pour se pendre. Pendant ce temps, Tetsuro, blessé, se dit qu'il avait été trop arrogant de penser que contrôler le corps fort d'Inui le rendrait puissant. C'était juste un rêve vide, comme Inui le lui avait dit. Pourtant, il voulait sauver les deux filles, car c'était le seul moyen de prouver qu'il n'était pas juste un outil. Cunningham dit sarcastiquement qu'un des membres de son unité de tir s'était transformé en déchet à cause de l'enfant en lui, en faisant référence à Inui. Il ordonna à Indy et Anne de capturer Tetsuro. Anne s'approcha de Tetsuro, pensant qu'elle faisait cela uniquement pour survivre, et espérant que Tetsuro ne le prendrait pas personnellement. Elle continua en disant qu'être des outils signifiait qu'il n'avait pas de libre arbitre. Alors elle demanda à Indy de se dépêcher d'éliminer Tetsuro, ou il serait tué. Indy dit qu'elle était perdue, et demanda à Anne de lui tenir les mains. Anne se souvint alors qu'Indy lui avait dit un jour que ses bras et ce corps n'étaient pas les siens, et demanda où était son vrai corps. Anne répondit que Sœur Karen avait dit que les enfants devaient se tenir par la main pour ne pas se perdre. Anne a alors saisi une des pattes d'araignée d'Indy, et a dit qu'elle s'accrocherait toujours pour qu'Indy ne se perde pas. À ce moment-là, Anne était sur le point de prendre la main d'Indy, mais Cunningham a injecté un médicament à Indy, et elle s'est effondrée. Cunningham a dit qu'il les avait épargnés auparavant, leur avait donné une seconde chance, mais qu'il l'avait déçue. Il a dit à Anne, qui s'inquiétait pour Indy, que le médicament plongerait l'esprit d'Indy dans un coma, effaçant sa conscience de soi. Elle agirait alors comme la criminelle responsable des attaques contre les enfants, et son cerveau secondaire se dissoudrait, empêchant le groupe Kiyoshi de l'arrêter. Lui et ses partisans interviendraient alors pour résoudre le problème, et le groupe Kiyoshi leur serait redevable. À ce moment-là, le blessé Tetsuro, parlant à travers le corps d'Inui, dit à Cunningham « N'est-ce pas suffisant qu'il l'ait ?» Cunningham répondit qu'il avait dit au propriétaire de ce corps auparavant qu'il lui enlèverait tout ce qui lui était précieux un par un. Il était déterminé à priver Inui de tout échappatoire après l'avoir ridiculisé, car c'était son objectif. Il a ensuite dit à Tetsuro qu'il s'attendait à ce qu'il soit jeté de la falaise de Kiyoshi après avoir causé des problèmes. Il les rattraperait ensuite après avoir apprécié le spectacle de leurs efforts incroyables depuis la touche. Cunningham est parti et Indy a demandé à Anne de lui tenir la main. Tetsuro, utilisant le corps d'Inui, se jeta rapidement sur Anne avant qu'Indy ne puisse la pousser contre le mur, le brisant. Le corps d'Inui heurta également le mur, libérant son esprit du contrôle de Tetsuro. Tetsuro reprit conscience dans son propre corps, disant qu'il ne pouvait pas contrôler Inui comme il le devrait. Pendant ce temps, Indy s'est transformé en une forme plus agressive. Tetsuro pensa qu'il devait l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Anne lui dit à ce moment-là qu'il était pathétique parce que son cerveau secondaire allait griller s'il continuait à contrôler la tête de pistolet d'Inui. Comme elle était blessée et saignait après avoir heurté le mur, elle demanda à Tetsuro de sauver Indy à sa place. Elle s'excusa d'avoir lâché la main d'Indy. Tetsuro rassembla ses forces, se leva et ouvrit la bouche pour activer le système Harmony et contrôler le corps d'Indy. Il dit que c'était le seul moyen de la sauver. Cependant, il n'a pas réussi à prendre le contrôle total de son corps et a décidé de contrôler une jambe et de détruire son cerveau secondaire. Il a réussi à contrôler sa jambe et à frapper son cerveau secondaire, mais sa force l'a abandonné et il est tombé au sol avant de pouvoir terminer. À ce moment-là, Inui a repris ses esprits et a attrapé les jambes d'Indy, disant à Tetsuro « Tu m'as bien vu depuis le siège passager ». Il a dit qu'Inui avait contrôlé son corps même en étant conscient de cela et l'a traité de garçon fou. Inui a ensuite repoussé Indy, a traîné Tetsuro derrière lui et l'a averti de ne plus utiliser le système Harmony, disant qu'il ne pouvait pas bouger son corps. Il a demandé à Tetsuro quelle était la différence entre lui et Parion, car tous deux l'avaient exploité et utilisé comme un outil. Inui a ensuite ouvert l'ascenseur et a jeté Tetsuro vers quelqu'un, lui disant d'être un bon garçon et de bien se cacher. Tetsuro lui a dit que c'était lui qui lui avait demandé de se comporter comme un enfant auparavant. Pendant ce temps, Indy s'approchait d'eux. Inui est rapidement entré dans l'ascenseur et a fermé la porte, coupant une des pattes d'araignée d'Indy. Il a dit à Tetsuro qu'il était un gamin problématique et l'a averti de ne pas utiliser le système Harmony à nouveau, sinon son cerveau brûlerait. Il a aussi dit que le corps d'Inui était gravement blessé à cause de Tetsuro et qu'attaquer Indy n'était maintenant qu'une question de temps. Aucun d'eux n'avait de moyen de l'arrêter. De l'autre côté, pendant qu'ils descendaient dans l'ascenseur, Indy les poursuivait de l'extérieur.
Inui a dit à Tetsuro que le taux de survie d'Indy était de 90%, mais si on visait ses extensions corporelles, Inui a demandé à Tetsuro d'appuyer sur la gâchette. Tetsuro était choqué, pensant « Va-t-il tuer Indy de sa propre main ?» Soudain, Indy a transpercé l'ascenseur avec ses pattes d'araignée. Inui a protégé la tête de Tetsuro avec ses mains, et Tetsuro s'est souvenu des derniers mots d'Anne à son sujet concernant le sauvetage d'Indy. Il a alors saisi la gâchette d'Inui avec détermination et a tiré sur Indy. Plus tard, Inui porta Tetsuro sur son dos et lui dit que Mihari n'avait pas été expulsé de Kiyoshi grâce au frère Wang, mais qu'ils avaient maintenant changé et étaient devenus des ennemis de Parion. Il dit à Tetsuro que le venin d'Indy, qui paralysait le cerveau des Expanders, était un programme spécial pour paralyser le cerveau de l'Expander. Cependant, son effet était plus faible sur Tetsuro parce qu'il était un ancien Expander de guerre. Inui rassura Tetsuro que Mihari créerait un programme antidote et que les enfants iraient bien. Tetsuro demanda alors à Inui s'il l'avait laissé contrôler son corps exprès. Inui dit que contrôler son bras demandait des efforts, c'est pourquoi Parion essayait désespérément de le récupérer. Inui a ensuite jeté Tetsuro au sol et l'a averti de ne plus utiliser le système Harmony sur lui, disant qu'il l'avait aidé cette fois seulement parce qu'il avait accepté la tâche de le protéger. Cependant, il n'avait pas l'intention de laisser quiconque utiliser son déclencheur à nouveau et ferait en sorte que Tetsuro continue son voyage seul à partir de maintenant. Inui a alors commencé à marcher, mais Tetsuro l'a arrêté, disant qu'il ne voulait pas revivre l'expérience de vivre seul. Inui se tenait dans son bureau, fumant une cigarette avec frustration parce que ses cigarettes préférées avaient disparu du marché depuis l'incident Indy. Pendant ce temps, Mihari essayait de soigner Tetsuro pour lui permettre d'utiliser ses membres prosthétiques et lui disait que la douleur qu'il ressentait signifiait que la sensation dans ses pieds était encore vivante. Elle lui a demandé de supporter la douleur encore un peu. Après que Mihari ait terminé, elle a dit qu'il y avait certaines choses qu'elle voulait tester sur l'harmonie, mais elle préférait le faire plus tard. En même temps, les nouvelles ont annoncé qu'un objet volant avait été lancé depuis le sous-sol de Kyusei, ce qui a amené le bureau de sécurité à soupçonner que le groupe de Kyusei menait des recherches illégales sur les armes. Inoi a alors éteint la télévision, et Mihari s'est demandé si ce ne serait pas mauvais si le bureau de suppression de l'expansion le découvrait. Tetsuro a demandé ce qu'était ce bureau, et Mihari a expliqué que c'était une partie de l'agence de reconstruction, le même endroit où les contre-mesures contre les expanseurs étaient planifiées. Mihari a précisé que les expanseurs comme Inoi, qui avaient des armes, étaient appelés expanseurs saturés et étaient des entités illégales. Par conséquent, ils ont cherché la protection de l'Office de suppression de l'expansion pour mener une vie normale. Mais si cette protection était, ou révoquée pour une raison quelconque, ils ne seraient plus traités comme des humains car l'Office les arrêterait et les démantèlerait. Mihari a crié cela, effrayant Tetsuro, et Inoi l'a attrapé par l'arrière de sa veste, la suspendant comme un chat et lui demandant d'arrêter de crier et de parler inutilement. Inoi la lâcha soudainement, et Mihari lui demanda pourquoi il avait fait cela. Tetsuro décida alors de partir, disant que tout cela était de sa faute. Mais Inoi l'attrapa, tout comme il avait attrapé Mihari, et lui demanda où il allait. Tetsuro demanda s'il serait démantelé s'il s'impliquait davantage, mais Inoi le jeta violemment sur le canapé, lui rappelant qu'il ne pourrait jamais se cacher de Baryon. Inoi souligna qu'un agent doit suivre les ordres de l'analyste et ne penser qu'à comment payer son salaire. Mihari le rassura en disant que tout le monde ici était habitué aux problèmes d'Inoi. Mihari regarda ensuite Inoi et mentionna que Christina avait préparé un pot de crabe envoyé par Wang en récompense pour avoir dissuadé la frénésie d'Indy. Elle lui a demandé pourquoi il n'irait pas le chercher, et Inoi a répondu que son bureau n'était pas un restaurant. Mihari lui a conseillé de ne pas contredire Christina parce qu'elle avait réparé sa fenêtre cassée. Tetsuro a alors décidé d'aller s'excuser auprès du propriétaire pour la fenêtre cassée. Inoi lui a conseillé de ne pas y aller seul, mais Tetsuro a dit qu'il n'y aurait pas de problème. Peu après, Inoi et Mihari ont entendu Tetsuro crier à l'aide. La scène a rapidement changé avec Christina ayant embrassé Tetsuro partout sur le visage. Elle s'excusa, disant qu'elle ne pouvait pas se contrôler autour d'un garçon aussi gentil que Tetsuro, mais elle ne savait pas qu'il était l'agent d'Inoi. Mihari dit que ce n'était pas grave, et elle s'adressa à Tetsuro, lui disant qu'il avait de la chance que cela n'ait pas été plus loin. Christina découvrit alors le pot de crabe, disant que le crabe était grand et rentrait à peine dans le pot, mais qu'il était presque prêt. Mihari se demanda s'ils auraient dû inviter Scarlett ou son père, mais Christina dit qu'ils avaient dit qu'ils ne pouvaient pas quitter le magasin, alors elle leur enverrait de la nourriture. Tetsuro ressentit soudain une envie irrésistible de vomir en voyant le crabe, se souvenant de la forme arachnéenne d'Indy et étant dégoûté par la situation. Il s'excusa auprès de tout le monde pour sa réaction, et Christina demanda s'il n'aimait pas le crabe. Elle lui proposa du mochi kinchaku et en offrit aussi à Mihari et Inoi, mais Inoi s'enfuit rapidement. Tetsuro se demanda si quelque chose l'avait perturbé, et Christina dit qu'Inoi n'était pas habitué à de telles atmosphères, tandis que Mihari ajouta qu'Inoi était similaire à Tetsuro. Il craignait toujours d'exposer ceux qui l'entouraient au danger, et évitait donc de se rapprocher de quiconque. Pendant ce temps, Inoi se tenait dehors en train de fumer, et remarqua deux agents harcelant Scarlett malgré ses supplications. Quand l'un d'eux lui dit qu'il méritait de la gentillesse parce qu'ils avaient sacrifié leur temps libre pour des patrouilles, Inoi s'approcha d'eux et demanda quel genre de chien ils étaient. Les deux agents répondirent immédiatement « Expanseur saturé ». Inoi leur dit qu'il était un citoyen
citoyen ordinaire avec un permis de l'agence de reconstruction. Les officiers ont analysé les données d'Inoue à l'aide d'un petit appareil et ont constaté qu'il avait effectivement un permis. Alors ils sont partis immédiatement, agacés. Inoue leur a sarcastiquement demandé de retourner au bureau et de prendre du gâteau. Scarlett a ensuite remercié Inoue et il lui a dit que c'était sa chance qu'il ait des affaires avec son père. Inoue est ensuite entré dans le magasin, appelant le père de Scarlett vieux monsieur, mais il n'a pas répondu. Scarlett est entrée en courant, appelant anxieusement son père. Le vieil homme s'est réveillé en disant « Le crabe avait l'air extrêmement délicieux ». Puis il a regardé Inoue et a dit « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je me demande si quelqu'un te suit ». Plus tard, le vieil homme a commencé à nettoyer le pistolet d'Inoue, disant qu'il tenait le magasin depuis 5 ans, mais que c'était le seul endroit où il pouvait exercer son métier. Inoue a dit au vieil homme que bien qu'il semble habile, il n'y avait pas de clients dans le magasin, ce qui n'était pas bon signe, et cela lui causerait des ennuis si le magasin fermait. Scarlett a dit qu'elle ne laisserait jamais cela arriver. Le vieil homme a ensuite demandé à Inoue de s'allonger sur le dos pour qu'il puisse nettoyer le canon du pistolet. Scarlett a placé une serviette sur son visage, mais soudain, Oliver est apparu et a dit à Inoue qu'elle savait que Baryon le chassait. Inoue a calmement dit qu'il s'attendait à ce qu'elle se montre. Oliver l'a informé qu'il était accusé d'avoir utilisé son arme restreinte et qu'il était temps de l'arrêter et de le démanteler. De l'autre côté, Mihari réprimandait Tetsuro parce qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas manger le crabe, mais il avait dévoré sa nourriture après avoir fini son porridge. Tetsuro a dit qu'il n'y avait pas de mal à partager la nourriture avec les autres et il lui a demandé d'ouvrir la porte du magasin parce qu'ils allaient donner le porridge à Scarlett et à son père. Dès qu'ils sont entrés dans le magasin, ils ont trouvé Oliver et ses hommes à l'intérieur. Oliver a alors dit à Tetsuro et Mihari de revenir plus tard. Tetsuro a réalisé qu'Oliver venait du bureau de répression de l'expansion et qu'Inoue était sur le point d'être démantelé. Pendant ce temps, Inoue a dit au vieil homme que l'huile anti-rouille qu'il avait utilisée la dernière fois était bonne et qu'il voulait l'essayer à nouveau. Oliver a demandé à Inoue pourquoi il se trouvait dans un endroit comme ça alors qu'il n'était qu'une arme. Inoue a répondu qu'il maintenait sa propreté. Oliver lui donna 3 minutes, tandis que le vieil homme dit qu'il confierait la tâche à Scarlett parce que son sous-vêtement était mouillé de tension. Scarlett a dit qu'elle ferait de son mieux. Plus tard, Mihari, Tetsuro, Scarlett et son père étaient attachés dans le wagon de l'office de suppression de l'expansion. Tetsuro pensa que s'il avait utilisé Harmony sur ses expanseurs, ils auraient pu s'échapper, mais Mihari l'avertit immédiatement de ne pas révéler le système Harmony, lui disant d'être patient et de faire confiance à Inoue. Plus tard, Inoue se plaignit que Scarlett avait versé de l'huile sur sa tête et n'avait pas terminé sa tâche, ce qui faisait que son cylindre ne tournait pas correctement. Oliver s'assit en face de lui, disant qu'il était le seul à pouvoir lui demander d'abriter des civils ordinaires, même si elle était la chef de l'unité de suppression de l'expansion. Inoue dit qu'il ne pouvait pas les laisser derrière, et Oliver lui dit qu'il lui devait quelque chose et devait rembourser sa dette. Oliver a continué en disant qu'il était impossible d'annoncer un partenariat entre le bureau de suppression de l'expansion et un expanseur saturé. Elle a également mentionné qu'il y avait des soupçons selon lesquels des hauts fonctionnaires du bureau étaient proches de Baryon. Inoue a deviné qu'elle prévoyait de lui assigner une tâche problématique qu'il considérait pire que de l'envoyer en prison. Oliver lui a rappelé leur accord précédent selon lequel il satisferait ses demandes en échange de sa couverture de ses erreurs. Sinon, elle l'enverrait au centre Vendor-Bender pour une réhabilitation d'Expander. Inoue a demandé ce qui s'était passé et Oliver a expliqué qu'un camion de prison du centre correctionnel de l'office de suppression de l'expansion avait été attaqué ce matin-là, permettant à 7 prisonniers en route vers le centre de recherche de Baryon de s'échapper. Inoue a demandé comment ils étaient liés à Baryon et Oliver a expliqué que le limiteur de sous-cerveau nécessaire pour contrôler les expandeurs était monopolisé par Baryon et qu'ils envoyaient donc régulièrement des expandeurs à Baryon en échange de leur coopération. Oliver a admis qu'elle n'aimait pas la situation mais qu'elle manquait actuellement de pouvoir pour la changer. Inoue l'a traitée de femme rusée parce qu'elle lui avait donné le choix entre traquer les prisonniers évadés ou être puni à sa guise. Soudain, le conducteur s'est arrêté et a dit « Il semble qu'il y ait eu un accident ». Inoue a demandé à Oliver des nouvelles des prisonniers et elle a dit que son unité en avait capturé 5 et que les 2 autres avaient été localisés. Pendant leur conversation, le véhicule derrière eux s'est renversé sous le pont à cause d'une attaque par l'un des prisonniers. Plus tard, un expanseur a attaqué le prisonnier, tirant sur les autres expanseurs et les frappant avec ses bras semblables à des fils avant de les électrocuter. De l'autre côté, les protagonistes se précipitèrent hors du véhicule renversé. Inoue déchira les débris pour les secourir, tandis que Cronin apparut soudainement et injecta un paralysant au prisonnier, lui disant que ses parties améliorées ne bougeraient pas pendant un moment, et ordonna qu'il soit ramené dans sa cellule. Oliver le réprimanda, lui rappelant que leur supérieur avait ordonné de garder secrète la capture du prisonnier. Cronin a dit qu'il faisait juste son travail. Inoue a ensuite couru pour vérifier ses compagnons, et Cronin a demandé à Oliver si elle comptait demander l'aide d'Inoue. Oliver a dit qu'Inoue avait l'immunité, mais Cronin a soutenu qu'il devrait se concentrer sur la capture du dernier prisonnier eux-mêmes, et a refusé d'impliquer Inoue, soulignant que le dernier prisonnier, Aiden, était le premier expandeur rebelle officiellement enregistré, et donc n'était pas une cible facile. Olivier était assise dans son bureau avec Inoue, soupirant alors que Cronin refusait de suivre ses ordres, et que ses supérieurs suscitaient des soupçons dans son dos.
Inoue lui a alors demandé des informations sur ses compagnons, et Olivier lui a montré leurs photos, disant qu'elle les avait placés sous la protection de son unité. Cependant, parmi eux se trouvait un expanseur non identifié dont le corps avait été endommagé à cause d'une augmentation illégale. Elle avait récemment entendu parler d'un expanseur s'échappant de Perryjorn. Elle a averti Inoue de ne pas essayer de saboter les choses, sinon elle l'enverrait, lui et son agent, à Vendor Binder. Inoue lui a dit qu'elle était terrifiante, et Olivier lui a montré une photo de Hayden, expliquant qu'il était le dernier prisonnier, un ancien soldat assigné il y a 15 ans, dans la région de Western North Scott. Il a subi des expériences d'expansion initiale, mais pendant la Grande Guerre, la plupart des dossiers ont été perdus. Le rôle de Hayden pendant la guerre était complètement inconnu, à l'exception du dossier restant de North Scott, où Hayden a été blessé il y a 10 ans dans une rage inexpliquée, tuant 16 soldats de son unité. Cela a conduit le bureau de répression de l'expansion à l'arrêter et il est resté prisonnier à Vendor Bender sans jamais être jugé. Olivier a ensuite emmené Inoue à la morgue, disant que Hayden était suspecté de 3 nouveaux meurtres depuis son évasion il y a 48 heures. Les victimes étaient un livreur, un homme non identifié et un homme clé de l'agence de reconstruction. Olivier a continué, affirmant qu'il n'y avait pas de dénominateur commun parmi les victimes et que les méthodes de meurtre étaient aléatoires. Cependant, elles avaient toutes une chose en commun, des expansions corporelles complètes. Olivier a découvert l'une des victimes, révélant que leur sous-cerveau avait été retiré de la scène du crime, rendant impossible la confirmation de l'heure exacte de la mort. Quand Inoue a demandé pourquoi elle accusait Hayden, Olivier a complètement découvert la victime, expliquant que Hayden avait gravé son numéro d'enregistrement sur la poitrine de chaque victime. Olivier soupçonnait que Hayden pouvait avoir un complice et avait examiné l'implication de Spetsbergen, mais n'avait rien trouvé. Inoue a demandé pourquoi le groupe de suppression n'avait pas aidé Hayden, et Olivier a expliqué que l'incident de North Scott était le premier cas d'un expanseur en furie. À l'époque, les experts en expansion insistaient sur le fait que les actions de Hayden n'avaient rien à voir avec ces augmentations, tandis que les groupes anti-expansion affirmaient que la technologie était dangereuse. Olivier ajouta que si les actions de Hayden avaient été liées à ces expansions, cela ne serait peut-être pas arrivé, et pour la même raison, Hayden était une cible précieuse pour Spetsbergen. Inoue a demandé ce qu'elle comptait faire de Hayden, et Olivier a dit qu'elle ne pouvait pas le toucher parce qu'il purgeait une peine de réclusion à perpétuité à Vendor Binder. Cependant, elle a ordonné à Inoue d'empêcher Hayden de tuer d'autres victimes et de le ramener vivant, ce qui pourrait lui permettre de faire face à un procès. Inoue a demandé si c'était son véritable souhait, et Olivier a répondu que c'était son devoir en tant que directrice du bureau de répression. Inoue quitta la morgue, lui demandant de compter sur lui. Plus tard, Olivier retourna à son bureau et se rappela que son père lui conseillait de toujours suivre la loi et la justice, car d'autres dirigeants n'avaient pas le droit d'agir selon leurs intérêts personnels. On l'informa alors d'une réunion à laquelle elle devait assister. Pendant ce temps, Inoue est sortie d'une voiture devant la maison de la troisième victime, demandant au chauffeur d'attendre, mais le chauffeur est parti en trombe, craignant qu'Inoue ne lui tire dessus. Inoue est entré dans la maison de Philippe Lemary, un haut fonctionnaire de l'agence de reconstruction, en raison de ses exploits en temps de guerre. Philippe s'était caché dans cette maison de secours pour préparer un discours pour le dévoilement de la méga statue armée. Alors qu'Inoue se déplaçait dans la maison, il remarqua que l'attaque contre Philippe était unilatérale, mais il fut surpris que la victime ait eu des extensions corporelles complètes, mais ait été tuée facilement. Inoue s'arrêta devant les photos de Philippe, mais Cronin apparut soudainement, lançant des aiguilles sur Inoue qui les esquiva et les attrapa. Cronin a demandé pourquoi il était là, et Inoue a posé la même question, soulignant que les supérieurs de Cronin lui avaient ordonné d'abandonner l'affaire. Cronin a dit qu'Inoue devrait être celui qui l'abandonne, car quelqu'un comme lui ne devrait pas être impliqué. Inoue a répondu qu'il n'abandonnait pas ses missions acceptées. Une courte dispute a suivi, au cours de laquelle Inoue a provoqué Cronin, poussant Cronin à se jeter sur lui avec les aiguilles implantées dans son dos. Inoue a dévié ses mouvements jusqu'à ce que Cronin se rende. Inoue a demandé si c'était tout ce que Cronin avait, et Cronin a expliqué qu'il avait déplacé les aiguilles de quelques millimètres de leur zone de lancement, les rendant moins efficaces. Cronin a ordonné à Inoue de ne pas faire semblant de pouvoir bouger, mais Inoue a répondu que le plan de Cronin avait été exposé. Cronin a admis qu'il avait voulu assommer Inoue quand il baissait sa garde, mais a reconnu les compétences impressionnantes d'Inoue sans expansion. Inoue a demandé si Cronin avait cessé d'essayer de l'arrêter, et Cronin a dit que ses aiguilles étaient épuisées, donc il ne pouvait pas arrêter un expanseur entièrement augmenté comme Inoue, mais il continuerait à surveiller et à traquer les individus augmentés qui nuisaient aux humains, même si cela lui coûtait la vie. Inoue a qualifié Cronin d'obsédé et a dit qu'il lui dirait la prochaine cible de Hayden. Cronin a répété « prochaine cible » et Inoue a levé une photo de Philippe avec quelques compagnons, expliquant que les personnes sur la photo, ainsi que les victimes, étaient toutes des matériaux pour l'unité Tindalos de première génération. 3 avaient été tués, et il ne restait que 2, Hayden et Tukizada, méga armés, le premier homme entièrement augmenté et un héros de guerre qui s'était consacré au développement de la technologie d'expansion. Tukizada avait même réalisé d'énormes profits en vendant de la nourriture aux expanseurs. Inoue s'appuya alors contre la voiture de Cronin, et Cronin mentionna que Tukizada était allé au parc commémoratif de la fin de la guerre pour inspecter la statue armée avant son dévoilement. Les deux montèrent dans la voiture et Inoue se plaignit des sièges étroits, sortant une cigarette pour l'allumer. Cronin le réprimanda, disant que l'odeur resterait dans sa voiture d'avant-guerre vintage. Inoue méprisa sa valeur et Cronin lui dit d'essayer de l'abîmer pour voir s'il le jetterait dehors. Cronin s'éloigna en voiture et Inoue fit remarquer qu'il n'avait trouvé aucun dossier liant Hayden aux victimes. Cronin demanda pourquoi il disait cela et Inoue expliqua que Hayden était le dernier modèle basé sur les données de combat collectées de Tindalos et que seules quelques personnes connaissaient
Tendalos. Cronin dit qu'il ne comprenait pas pourquoi Hayden tuait ses compagnons, mais savait qu'un expandeur rebelle pouvait agir sans raison. Ils sont arrivés à l'inauguration de la statue, où quelques manifestants anti-expansion étaient présents. Inoue a remarqué un groupe portant des pancartes de soutien pour Tukisada, y compris une petite fille qui a trébuché et est tombée près d'Inoue. Il l'a rattrapée, cachant son visage, pensant que cela l'effrayerait, mais elle a dit qu'elle ne pleurerait pas. Inoue la félicita, notant que les adultes fuyaient habituellement son apparence. La fille dit que son visage lui rappelait quelque chose. Pendant ce temps, Tukisada arriva et la fille s'enfuit. Un enfant handicapé demanda à Tukisada de lui montrer son mouvement célèbre, et Tukisada frappa le sol avec une force immense. Cronin dit que Tukisada était bruyant et avait la puissance d'un canon à air, et maintenant il comprenait pourquoi Hayden le ciblait. La petite fille a appelé Tukisada pour lui donner des fleurs, et alors que Tukisada tendait la main pour les prendre, quelqu'un s'est précipité vers lui depuis la foule. Inoue a rapidement attrapé et maîtrisé l'assaillant, ordonnant à Tukisada de partir. Inoue a dit à l'assaillant qu'il deviendrait son ennemi s'il continuait à essayer de blesser les gens de cette manière. L'assaillant s'est libéré et a exigé qu'Inoue n'interfère pas, mais Cronin a soudainement lancé des aiguilles sur Inoue par derrière, disant qu'il capturerait l'assaillant. Cronin a appuyé sur la détente d'Inoue et a tiré sur l'attaquant, qui est tombé au sol. Inoue a dit que ce n'était pas Hayden, et Tukisada s'est éloigné de la foule, félicitant la petite fille pour être restée calme et courageuse. Ses partisans lui ont dit qu'il devrait partir, mais soudain Tukisada vit ses partisans flotter dans les airs, soulevés par la petite fille. Elle se retourna rapidement et enleva sa capuche, révélant qu'elle n'était pas juste une petite fille. Hayden était déguisé. D'un côté, une réunion cruciale était tenue par les dirigeants d'Olivier, où l'un d'eux mentionna qu'elle n'avait pas seulement désobéi aux ordres concernant la capture secrète de Hayden, mais avait aussi agi dans leur dos. Olivier a justifié cela en déclarant que Hayden est un témoin clé de l'incident du cauchemar de Scott, et en tant que directrice du bureau anti-expansion, elle a décidé de le capturer vivant. Le leader a répondu en rappelant que son père était une victime de la police militaire, suggérant qu'elle pourrait chercher à se venger à travers Hayden. Cependant, il a assigné quelqu'un d'autre pour s'occuper de l'affaire et l'a suspendu de ses fonctions. De l'autre côté, Hayden jouait à cache-cache avec Ahmed quand Inoue et Cronin sont arrivés. Hayden s'est enfui après avoir causé une agitation. Ahmed a ensuite mentionné à Inoue qu'il se souvenait avoir fait partie d'une unité appelée le service des armes, qu'il avait vue pendant la guerre. Pendant ce temps, Miyari et d'autres ont entendu le subordonné d'Olivier discuter de ce qu'il ferait, maintenant qu'un nouveau directeur avait remplacé Olivier. Miyari s'est inquiété pour Inoue, surtout à propos de ses habitudes de fumer, suggérant qu'il pourrait utiliser des cigarettes pour faire face au stress. Elle prévoyait de lui donner un paquet pour l'aider à se détendre. Cependant, Tetsuro, son compagnon, a demandé si c'était une mauvaise idée. Miyari a expliqué que le plus gros problème était qu'Inoue utilisait des cigarettes pour réprimer certains. Autre chose, bien qu'il serait bien qu'il arrête. Tetsuro s'approcha alors de la porte, frappa dessus et appela les gardes. Un garde répondit à travers une petite fente, lui demandant de se taire. Tetsuro pensa que la fente pourrait être utilisée pour passer des cigarettes. Miyari demanda s'il avait vraiment l'intention d'envoyer des cigarettes à Inoue, et Tetsuro confirma qu'il le ferait, peu importe le coût. Pendant ce temps, Inoue se présenta à Ahmed, déclarant qu'il avait pour mission de capturer Hayden. Ahmed a révélé que ses camarades de la première unité d'expansion expérimentale avaient tous été tués par Hayden, faisant de Hayden sa dernière cible. Ahmed a demandé comment cela s'était produit, et Inoue a demandé si Hayden ne les avait pas ciblés. Ahmed a répondu avec arrogance que beaucoup visaient quelqu'un comme lui, mais que Hayden avait ciblé toute son unité. Il a expliqué les capacités de Hayden pendant la guerre, son déguisement à travers le sous-armure et les parties nanocristalliques, et ses compétences tactiques exceptionnelles. Cronin a ajouté que le déguisement de Hayden expliquait pourquoi il pouvait facilement tuer des individus entièrement développés. Ahmed a décrit la force de Hayden comme un fardeau pour son sous-cerveau, et a lié ses actions à l'incident du cauchemar de Scott. Cronin a mentionné que le ciblage du sous-cerveau était difficile dans les anciens modèles. Il a ensuite informé Inoue qu'Olivier avait été retiré de son poste et que le nouveau directeur avait ordonné à tous les agents du bureau anti-expansion de se retirer de la mission. Cronin soupçonnait que les dirigeants avaient l'intention de tuer Hayden pour résoudre le problème discrètement. Inoue a remarqué qu'il pensait qu'effacer le problème le rendrait inexistant, même s'il savait que les batailles laissaient des cicatrices durables. Cronin a conseillé à Inoue de ne pas s'impliquer davantage puisque Olivier n'avait plus le pouvoir de le protéger. Inoue a refusé de se retirer à moins qu'Olivier ne le lui demande. Cronin a ensuite lancé une fléchette à Inoue et lui a dit que c'était la dernière fois qu'il tolérerait ses actions. Ahmed a commenté sur la difficulté des employés du gouvernement à chaque époque. Après le départ de Cronin, Hayden est soudainement apparu, attaquant Ahmed et le retenant avec des chaînes en métal. Il a critiqué Ahmed, mentionnant que tout le monde n'était que des sujets de test pendant la guerre. Inoue enleva sa veste, défiant Hayden à un combat pour voir quel sous-cerveau s'effondrerait en premier. Les deux s'engagèrent dans un combat intense, Inoue esquivant les chaînes métalliques de Hayden et ripostant avec des coups précis. Ahmed critiqua le style de combat imprudent d'Inoue, tandis que Hayden essayait de pénétrer le corps d'Inoue avec ses chaînes. Inoue a réussi à porter un coup décisif, révélant l'emplacement du sous-cerveau de Hayden. Hayden s'est retiré, mais Ahmed a noté qu'Inoue était à un pas de l'éliminer. Cependant, Cronin est apparu dans le couloir, arrêtant Hayden avec une fléchette. Inoue s'approcha de Cronin, qui justifia son arrivée tardive en disant que Hayden se serait échappé autrement. Inoue a mentionné que Cronin semblait impatient de se battre, mais Ahmed a commenté qu'Inoue était confiant que Cronin arrêterait Hayden parce qu'il savait où se trouvait son sous-cerveau. Sur un autre front, Seven a demandé à Pepper ce qui se passait. Pepper a expliqué que quelqu'un ressemblant à Hayden avait coupé sa connexion. Elle a mentionné que bien que l'harmonie puisse contrôler un individu
élargie, le cerveau de l'utilisateur interférait avec le leur. Elle était sur le point de tuer Ahmed, mais a été arrêtée par la tête de pistolet. Dans la morgue, Olivier se tenait avec le médecin légiste, tandis que les gardes la pressaient de se dépêcher, car leur mission était de la ramener chez elle en toute sécurité. Olivier interrogea le coroner sur son rapport. Il expliqua que le livreur, la première victime, était mort différemment des autres, avec un coup à la poitrine qui avait arrêté son cœur. Olivier demanda si Hayden avait essayé de cacher la cause de la mort, et le coroner suggéra qu'une autre personne pourrait être impliquée. Soudain, un homme apparut, renversant un des gardes, et se présenta comme Tetsuro, contrôlant un individu étendu. Il a demandé à Olivier où était Inoue. De l'autre côté, Inoue portait Hayden et se plaignait de la lourde tâche. Cronin a refusé d'aider, disant qu'il était impossible de porter un individu expansé. Armé a examiné une porte, notant qu'elle nécessitait une ouverture manuelle. Cronin a ordonné à Inoue de porter Hayden avec précaution, car il était un témoin clé de l'incident du cauchemar de Scott et crucial pour le dossier de l'ancien directeur. Hayden reprit soudainement conscience, se débattit et demanda où il était et ce qui était arrivé à la guerre. Cronin remarqua que Hayden était confus et avait besoin d'un traitement immédiat, car il pourrait révéler des informations précieuses. Armé a commenté que révéler la vérité sur l'incident du cauchemar de Scott entraverait la technologie d'expansion et l'économie du pays. Il a décidé d'éliminer à la fois Hayden et Inoue. Armé a frappé Cronin dans la poitrine, le traitant d'hypocrite, et Inoue a frappé Armé en réponse. Puis la scène a changé, montrant le père d'Oliver la félicitant pour avoir été accepté comme la meilleure élève entrant à l'académie militaire. Son père lui a alors dit qu'il réaliserait n'importe quel souhait qu'elle désirait. Oliver lui a demandé pourquoi il avait choisi la police militaire parmi tous les métiers et si son travail ne créait pas d'inimitié entre lui et ses collègues. Son père a répondu qu'elle ressemblait à sa mère et qu'elle réfléchissait trop. Il a été chargé d'enquêter sur quelque chose lié à la technologie d'expansion dans le nord de Scott, où les prisonniers étaient apparemment traités de manière injuste, et la communication avait également été coupée avec les officiers qui s'y étaient rendus il y a quelques jours. Par conséquent, quelqu'un devait assumer cette tâche. Oliver a dit à son père qu'elle atteindrait le plus haut grade dans la police militaire et qu'elle le renverrait, mais d'ici là, il devrait revenir sain et sauf. Son père le lui a promis et lui a dit qu'il achèterait la fameuse conserve de North Scott parce qu'elle était incroyable. À ce moment-là, Oliver regarda l'une des boîtes dans sa main et demanda à Tisser avec suspicion. A-t-il dit que son nom était Tisser? Tisser répondit à Oliver en disant que quelqu'un avait vu Hayden au parc commémoratif à la fin de la guerre et qu'Inouï devait y être. Par conséquent, il devait livrer ses cigarettes dès que possible, sinon Inouï serait en danger. Oliver a dit qu'elle aurait aussi des ennuis si Inouï s'effondrait. Tissé et Oliver sont ensuite arrivés à un endroit en voiture, où les deux ont remarqué une explosion venant de quelque part. Tissé a immédiatement couru vers l'endroit en disant « C'est Inouï ». À ce moment-là, Oliver se souvint quand Inouï lui avait demandé si elle voulait vraiment amener Hayden en justice. De l'autre côté, Ahmed louait la force incroyable d'Inouï, malgré ses blessures graves. Armed a ensuite pris une cigarette roulée à la main et a dit qu'elle était faite de matériaux de haute qualité, contrairement aux cigarettes trouvées dans l'abîme de Kiyoshi. Armed a continué, disant qu'il semblait que l'état mental d'Inouï était instable en raison de la forte concentration qu'il utilisait et qu'il était épuisé par de multiples combats. Par conséquent, Inouï avait sans aucun doute perdu sa capacité à se tenir debout. Inouï a demandé à Ahmed ce qu'il comptait faire. Armed a répondu que les membres de Tindalos avaient sacrifié leur corps pendant la Grande Guerre pour fournir une technologie d'expansion, menant leur pays au progrès. Cependant, dans la salle de test isolée 303, leur dignité leur était facilement retirée. Par conséquent, ils devaient continuer à se tenir debout en tant que héros pour les autres. Inouï a dit à Ahmed qu'il ne comprenait rien. Ahmed a alors soulevé Inouï et l'a plaqué contre le mur, expliquant que l'unité de fusil à pompe avait été créée en utilisant les données de Tindalos et que le fondateur de la technologie d'expansion à cette époque était le professeur Warshawski, qui travaillait avec la société Parion pour créer des services de fusil à pompe à partir des expandeurs de guerre. Cependant, le modèle a été retiré avant la fin de la guerre, et pourtant il n'avait jamais imaginé rencontrer un de ces modèles. Ahmed a continué, disant qu'il y avait beaucoup d'expanseurs comme Inouï, mais qu'ils avaient perdu leur valeur après la guerre. Ahmed a proposé à Inouï de le rejoindre pour améliorer la situation des expanseurs dans la société. Inouï a attrapé la main d'Ahmed qui était sur son cou, et a demandé une cigarette parce que celle qu'il avait écrasée plus tôt était sa dernière. Ahmed relâcha son emprise et Inouï tomba au sol. Ahmed s'éloigna ensuite, disant qu'il porterait l'esprit d'Inouï sur ses épaules et avancerait avec ses plans. Ahmed s'approcha de Hayden, qui était allongé par terre, et dit que Hayden devait se sacrifier pour tout le monde. Ahmed regarda alors Inouï, dont le visage était pressé contre le sol, et dit que si l'unité de fusil à pompe avait obtenu un lanceur portatif, ils auraient pu montrer une puissance qui aurait changé le cours de la guerre. Armé se souvint alors d'une scène de guerre précédente, où lui et un camarade étaient en pleine bataille et on leur avait demandé de se rendre. Mais soudain, Inouï se releva après avoir rassemblé ses forces, tirant Armé de ses souvenirs. Inouï semblait furieux et des outils tranchants sortirent de son dos. Armed dit avec étonnement « C'est la véritable forme d'Inouï ». Inouï demanda alors à rejoindre le combat et Armed dit que la qualité de l'arme n'importait pas tant qu'il n'y avait pas d'utilisateur approprié. Armed s'approcha d'Inouï, se moquant de lui, disant qu'il n'était qu'un outil au final. Juste au moment où Armed était sur le point de frapper Inouï, Inouï obtint la confirmation d'attaquer et de rejoindre le combat. Inouï attrapa le poing d'Armed et le jeta au loin, puis le frappa du pied. Mais Armed répliqua rapidement et déchargea son arme sur Inouï, lui disant qu'il était une arme et c'est pourquoi il l'appelait Mega Armed.
Cependant, Inouye était indemne. Il attrapa Armed et le projeta au sol. Armed se releva, disant qu'il avait poussé Hayden à la folie, pour éliminer les officiers venus enquêter sur le centre de recherche. Son objectif était de protéger la dignité de tous les expanseurs. Donc, il ne laisserait pas un héros comme lui voir sa dignité tomber de cette manière. Au moins, il éliminerait Hayden avant qu'il ne reprenne conscience. Pendant ce temps, Oliver était arrivé au même endroit et a demandé à Armed d'expliquer ce qu'il venait d'entendre. Arm a dit qu'il la connaissait. Elle était la directrice du bureau de contrôle de l'expansion. Oliver a dit qu'Hayden avait eu une crise de rage il y a 10 ans au centre de recherche North Scott et avait tué 16 policiers militaires, y compris son père. Cet incident était connu sous le nom de cauchemar de North Scott. Elle venait de l'entendre dire que les officiers avaient été éliminés, alors qu'entendait-il par là? Armed a répondu que la recherche menée dans l'installation était essentielle pour l'avenir des expanseurs dans ce pays. Mais les officiers ne comprenaient pas cela, alors Hayden en a profité pour les tuer. Oliver a dit que, dans ce cas, elle le considérerait comme le meurtrier de son père. Armed a dit qu'il ne levait pas la main contre les femmes et les enfants parce qu'il était un héros. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Inouye a sauté par-dessus le mur avec un bruit fort. Oliver était choqué par son apparence et encore plus surpris par la tentative de Tser de l'arrêter alors que Tser s'accrochait au dos d'Inouye pour le retenir. Tser n'arrêtait pas de dire à Inouye qu'il n'y avait pas besoin de s'agiter autant juste parce qu'il avait manqué de cigarettes, mais Inouye jeta Tser au sol. Armed a dit à ce moment-là qu'il travaillait pour une grande cause et ne laisserait personne l'arrêter. Oliver se souvint alors d'être debout à la morgue devant le corps de son père, s'effondrant et demandant à Inouye de tuer Armed, s'il vous plaît. Inouye lui a demandé si c'était vraiment son souhait. Inouye s'est ensuite évanoui et Armed s'est levé, disant qu'Inouye avait finalement atteint les limites de son cerveau secondaire. Il a demandé à Oliver d'imaginer l'état du pays si quelqu'un comme Inouye tombait. Il a expliqué que le pont qu'il avait construit entre les expanseurs et les anti-expanseurs s'effondrerait et le manque de confiance entre les deux groupes créerait un écart économique significatif. Par conséquent, son existence était importante. Oliver a dit que son père était un homme fort qui avait sacrifié sa sécurité pour le pays, mais qu'Armed utilisait ce qu'il appelait une grande cause pour cacher ses propres désirs et n'était qu'un criminel sans valeur. Armed a profité de l'effondrement et de la perte de conscience d'Inouye et a défié Oliver de l'arrêter. Oliver a pris une cigarette, l'a allumée et a soufflé la fumée dans la bouche d'Inouye. Juste au moment où Armed saisissait une barre et s'approchait d'Oliver pour la tuer, Oliver demanda désespérément à Inouye « Vas-tu laisser ton agent mourir ?» Inouye bloqua soudainement la barre d'Armed et dit qu'il s'était endormi involontairement. Inouye planta ensuite la barre dans le corps d'Armed, provoquant sa perte de conscience. À ce moment-là, Tser a demandé à Inouye s'il était redevenu normal, tandis qu'Oliver commençait à tousser. Inouye lui a demandé avec inquiétude ce qui se passait. Elle a dit qu'elle avait inhalé de la fumée de cigarette, donc elle toussait à cause de l'odeur. Les agents de l'Office de contrôle de l'expansion sont alors arrivés et ont dit à Oliver qu'elle était en état d'arrestation. Oliver s'est levé et a demandé à Tser d'emmener Inouye. Elle a remercié Inouye, disant qu'elle s'occuperait des choses à partir de là. Oliver a ensuite ouvert une des boîtes qu'elle avait en main, et tous les hommes se sont immédiatement reculés, disant qu'un gaz avait été détecté. De l'autre côté, Tser accompagnait Inouye à l'extérieur et le soutenait. Inouye a dit à Tser qu'il lui avait ordonné de ne plus utiliser la résonance. Tser a répondu que l'ordre était seulement pour lui de ne plus utiliser la résonance, mais qu'il devait l'utiliser pour les détenir sans leur consultation. Tser a dit à Inouye qu'il comprenait son inquiétude, mais qu'il devait faire plus confiance à Miyari et aux autres. Inouye a dit que Tser était aussi arrogant que d'habitude. De l'autre côté, Oliver était assis avec Armed dans un camion, lui disant qu'elle avait envoyé un enregistrement de sa confession à quelqu'un qu'elle connaissait au ministère de la Justice. Par conséquent, il ne pouvait pas éviter d'aller au tribunal. Armed lui a demandé si elle savait qui l'avait fait passer pour un héros aux yeux du peuple. Armed a dit que ni le ministère de la Justice ni le bureau de contrôle de l'expansion ne pouvaient gérer cette affaire. En même temps, Bieber a lancé un missile sur le camion d'Armed avec l'aide de l'arme de son ami Seven. Le missile a touché le camion, mais Bieber s'est plaint qu'elle n'aimait pas utiliser le pistolet de Seven parce que l'odeur de la poudre à canon lui faisait saigner le nez. Mais c'était suffisant que le héros ait accompli sa mission en mourant et en devenant une marionnette, comme Perion l'avait toujours voulu. Il y avait une réunion quelque part entre Matilda et Amilda et le secrétaire Q, où Matilda et Amilda ont présenté le chef de la sécurité, Cunningham, au secrétaire Q. La secrétaire Q a demandé à Cunningham combien de temps s'était écoulé depuis leur dernière rencontre et Cunningham lui a dit que cela remontait à l'annonce de son échec dans la négociation avec un analyste Kyoshi Halls. Il a mentionné qu'il était venu ce jour-là pour avoir une chance de corriger ses erreurs. Il l'informa qu'ils avaient éliminé Armid malgré une circonstance inattendue. Même s'ils avaient donné du pouvoir à Armid et l'avaient fait héros aux yeux du peuple pendant des années, il était menacé de révéler la vérité sur l'incident de Scott Sigul par un ancien membre de Tindalos. En conséquence, Armid tua l'homme de manière imprudente et demanda leur aide pour dissimuler les preuves. Il n'avait pas d'autre choix que de prendre le contrôle de Hayden et de transformer le crime en une série de meurtres en série. Ensuite, ils se sont débarrassés d'Armid et l'ont fait passer pour la dernière victime, étant donné qu'il était la raison de l'agitation de l'affaire depuis le début. La secrétaire Q a dit qu'elle avait admiré l'enthousiasme d'Armid jusqu'à ce qu'il commence à faire des erreurs en abusant du pouvoir qui lui avait été donné. Cependant, elle ne se souvenait pas d'avoir donné des ordres concernant l'utilisation de l'unité de service des armes à feu ou d'avoir impliqué le directeur du bureau anti-expansion dans l'affaire. Cunningham était choqué tandis que la secrétaire continuait, disant que même le plus petit Q
Un engrenage qui se déplace peut créer un gros problème dans le fonctionnement d'une grande entreprise. Bien qu'elle ait eu l'intention de le transformer en un simple rouage, elle lui donnerait une dernière chance puisque l'affaire était parvenue aux oreilles du président. Cunningham continua de marcher à l'intérieur de l'installation, en colère contre les mots de la secrétaire. Heber lui dit que quelqu'un d'aussi épais que lui ne méritait pas ce visage en colère. Cunningham répondit que ni elle ni Seven n'avaient fait leur travail précisément, mais Heber le réprimanda en disant qu'il s'était débarrassé d'Armid comme il l'avait demandé. Cunningham lui dit de ne pas élever la voix et lui rappela qu'elle était la sœur cadette de Sir Karen. Heber répondit que Karen n'avait rien à voir avec ça. Puis, Seven apparut soudainement par derrière et dit à Heber comment osait-elle parler à Cunningham de cette façon. Cunningham était terrifié par l'apparition soudaine de Seven. Heber dit à Cunningham en lui lançant quelque chose qu'il avait fait une erreur en leur donnant un outil si médiocre. L'expanseur avait perturbé son esprit et finalement, le dispositif d'harmonie s'était cassé. Cunningham ramassa l'outil et dit que c'était juste une contrefaçon. Il se tourna vers Heber et Seven et dit qu'il les rappellerait, mais qu'ils devraient rester silencieux jusque-là. Cunningham monta dans sa voiture et partit. Heber se souvint du style de combat d'Inouï et dit avec admiration qu'elle avait trouvé quelqu'un d'excitant, donc elle ne pouvait pas rester silencieuse. Seven a essayé de la prévenir d'être imprudente, mais elle lui a dit qu'il était pathétique malgré son corps immense. De l'autre côté, Cunningham a dit dans sa voiture que les membres de Fordzell ou les fondateurs originaux de Periorn ne comprendraient pas à quel point des personnes réelles comme lui étaient terrifiantes. Il a pensé à leur pouvoir et à la façon dont ils avaient mis fin à une guerre massive qui avait duré plus d'un demi-siècle. On disait qu'ils avaient un grand pouvoir dans l'ombre même avant le début de la guerre, et certains croyaient même qu'ils étaient ceux qui avaient déclenché la guerre. Pendant ce temps, Mathilda et Emilda parlaient au secrétaire d'un rapport sur les nouveaux dispositifs d'assistance à la marche. L'établissement avait également été témoin de certains décès causés par des problèmes avec les sous-cerveaux dus à ces dispositifs. Ils ont reçu des plaintes des familles des expandeurs à ce sujet, mais ils ne savaient pas quoi faire. La secrétaire a dit qu'elle était sûre qu'ils connaissaient la signification du logo de l'entreprise Periorn, qui symbolisait le syndicat des travailleurs qui a fondé Periorn et l'arbre évolutif des expandeurs. L'entreprise visait à apporter du développement au monde. Elle leur a ordonné de déposer des fleurs sur les tombes de quiconque s'opposait à l'entreprise. De l'autre côté, Inouï fumait dans son bureau, écoutant les nouvelles sur le grand enterrement du héros, Armid, qui est mort lorsqu'un pont fragile s'est effondré. Une zone commémorative a été ouverte dans le parc mémorial de la fin de la guerre et elle resterait ouverte au public pendant une semaine. Les nouvelles ont également mentionné les incidents causés par les nouvelles expansions de Periorn. Les familles des victimes ont retiré leurs plaintes. Inouï a éteint la télévision et a appelé quelqu'un pour demander des nouvelles de l'état d'Oliver. Pendant ce temps, Miyari et Tetsuro ont frappé à la porte et ont dit à Inouï que le repas était prêt. Inouï a dit qu'il n'était pas du genre à s'entendre avec les autres. Tetsuro a proposé de l'aider avec son travail et peut-être de bénéficier de l'harmonie. Inouï lui a crié dessus, disant que sa vie était déjà en danger à cause de ces choses et que l'harmonie transformait les gens en outils, ce qu'il détestait. Miyari est intervenu, disant que si Tetsuro n'avait pas été là ce jour-là, Inouï ne serait maintenant que de la ferraille vendue à Kiyose Halls. Inouï a dit avec arrogance qu'il préférait être de la ferraille plutôt que d'accepter l'aide d'un enfant. Miyari s'est mise en colère et l'a traité de têtu. Elle a pris la main de Tetsuro et a dit qu'il laisserait Inouï avec sa tête étrange et irait manger des mochi. Inouï leur a dit qu'il avait extrêmement faim et qu'il partagerait le plat chaud, mais qu'il ne mangerait pas les choses très collantes parce qu'elles n'étaient pas considérées comme comestibles. Miyari a exprimé son étonnement face à son attitude. Inouï s'adressa à Tetsuro, lui demandant de réfléchir à des moyens de se protéger, car il pourrait être attaqué à tout moment, étant donné que Periorn savait qu'ils étaient ensemble. Soudain, alors qu'il parlait, la porte de la pièce tomba et Scarlett et Christina entrèrent, disant qu'elles n'avaient pas espionné et que c'était arrivé accidentellement. Inouï a crié à tout le monde de sortir. Avant que Miyari ne parte, elle a dit à Inouï qu'elle commencerait à vivre avec lui à partir de ce jour-là. Plus tard, dans la clinique de Miyari, Miyari soignait Tetsuro et a mentionné qu'elle avait fini de traiter Indy. Par conséquent, elle a décidé de vivre avec lui et Inouï pour s'occuper d'eux. Tetsuro a demandé s'il devait subir des contrôles de maintenance réguliers sans raison précise. Miyari a dit que le corps avait besoin d'un entretien régulier. Et comme il avait reçu une bonne réponse électrique de ses muscles, il devrait le faire régulièrement. Tetsuro a regardé ses pieds et a dit que cela ne le dérangerait pas si ses jambes étaient coupées, puisqu'elles ne bougeaient de toute façon pas. Miyari a dit que le fardeau des extensions de base était suffisant pour le sous-cerveau, mais à l'avenir, s'il trouvait ce qu'il cherchait, elle couperait ses membres et installerait de merveilleuses extensions. Tetsuro a soudainement demandé si elle était devenue ingénieure en extension. Miyari a dit qu'elle cherchait quelqu'un depuis longtemps, un mécanicien très compétent qui était parti à la guerre comme ingénieur militaire et n'était jamais revenu. C'est pourquoi elle s'était tournée vers ce travail dans l'espoir de le revoir. Tetsuro lui a souhaité bonne chance pour retrouver cette personne. À ce moment-là, Christina a crié à Miyari de sortir un instant, disant qu'un expandeur s'était effondré devant le bâtiment et qu'elle devait jeter un coup d'œil. Plus tard, cet expander nommé Colt était allongé sur la table de Miyari après qu'elle ait administré la solution. Miyari a dit qu'elle avait trouvé Colt il y a 6 mois, inconscient après que son médicament ait été épuisé. Elle expliqua que de nombreux expanseurs avaient besoin de médicaments, même s'ils n'étaient pas des expanseurs saturés comme Inouï. Colt avait reçu des expansions illégales qui exerçaient une pression énorme sur son sous-cerveau. Il avait obtenu ces expansions pour travailler sur un chantier de construction afin de subvenir aux besoins de sa famille, car les mineurs n'étaient pas autorisés à y travailler. Il semblait qu'il était temps de retirer ces extensions.
Colt s'est soudainement réveillé et a attrapé la main de Mihari, disant qu'il avait encore besoin de ce corps. Après un certain temps, Mihari examina en détail une main artificielle. Colt dit que c'était tout ce qu'il avait comme cadeau de remerciement pour elle. La main artificielle avait des commandes fines et multiples assemblées de manière simple, permettant une haute performance sans dépendre de la force musculaire. Mihari dit que le créateur de cette main était un génie et qu'il était incroyable qu'il ait obtenu des membres artificiels aussi précieux. Colt a dit qu'il était sur le point d'obtenir un emploi bien rémunéré et qu'il la paierait alors entièrement et couvrirait les frais de l'opération de sa mère. Mihari a demandé si l'état de sa mère s'était à nouveau aggravé. Colt a dit que Perion avait effectué de nouvelles expansions et sa mère avait dit que si elle réussissait, elle obtiendrait un bon emploi. Malheureusement, ces expansions ne s'harmonisaient pas avec son sous-cerveau, endommageant gravement ses nerfs. Mihari lui a dit que les nouvelles avaient annoncé que les familles avaient retiré leur plainte contre Perion. Colt a dit que c'était tout des mensonges parce que Perion avait déclaré qu'il ne compenserait pas les familles pour leurs membres blessés. Colt s'est levé et a dit qu'il pouvait encore se débrouiller d'une manière ou d'une autre s'il faisait son nouveau travail. Mihari l'a averti de ne pas être imprudent. Avant que Colt ne quitte la clinique, il fit des remarques audacieuses sur les vêtements privés de Mihari et prit secrètement quelque chose. Tetsuro le poursuivit, lui demandant de rendre ce qu'il avait pris, disant qu'il ne le dirait pas à Mihari. Colt refusa, alors Tetsuro dut le maîtriser un instant. Colt reprit ses esprits ensuite et dit qu'il avait pensé que son esprit avait brûlé pendant un moment. Reconnaissant Tetsuro, Colt l'a qualifié de talentueux et a demandé son aide. Il ne couperait que les longues branches, a-t-il dit, et il ferait le travail ennuyeux à sa place. Tetsuro a objecté, demandant si c'était tout ce qu'il voulait faire. Colt a demandé si le désir de faire quelque chose pour ceux qui croyaient avoir un avenir ne valait pas la peine. Il a dit qu'il attendrait Tetsuro à Huguenot Armide à 3 heures le lendemain. Quand Colt est parti, Tetsuro a été surpris par les cris de Mihari demandant où Colt était allé parce que la pièce d'extension qu'il lui avait donnée avait été fabriquée par son frère aîné, Victor, qu'elle cherchait. Plus tard, Inui s'assit dans son bureau en se plaignant que Mihari avait pris tout l'argent qu'il avait reçu d'Oliver. Pendant ce temps, 3 personnes sont soudainement entrées dans son bureau et lui ont dit qu'elles étaient là pour lui proposer un travail pour capturer un homme nommé Sorichang, lié à un groupe anti-expansion connu sous le nom de Spitsbergen. Pendant ce temps, Colt offrit de la nourriture à un garçon et une fille, leur disant qu'à partir de demain, il leur fournirait des plats plus délicieux. La scène passa ensuite à un groupe d'enfants chantant devant une statue de Meia, louant les actes héroïques de Mayar Armide pour avoir conduit le pays à la victoire. Soudain, un homme les interrompit, affirmant qu'Armide n'était pas un héros, mais avait collaboré avec Perion et était impliqué dans une affaire vieille de 10 ans, produisant même des preuves pour étayer ses affirmations. Malgré la contrainte exercée par la police spéciale de Perion, l'homme a insisté sur ses accusations et a exigé d'être libéré. Au même endroit, Titaru est apparu, disant à Mihari que l'événement était exclusivement pour Perion et des personnalités politiques importantes. Il était confus quant à la présence de Colt, mais se souvenait que Colt lui avait dit de venir à 3 heures. Mihari a mentionné qu'il ne pouvait pas utiliser le traceur non plus. Titaru a demandé à propos du traceur, et Mihari a expliqué que c'était l'appareil qu'elle avait récupéré de Colt la veille. Elle a admis que Colt collectait souvent de tels objets, mais ne s'attendait pas à ce qu'il récupère le traceur lui-même. Titaru s'est excusé, et Mihari a expliqué qu'elle savait qu'il essayait seulement de résoudre les choses pacifiquement sans nuire à aucun d'eux. Lorsque Titaru a mentionné l'odeur des ordures, Mihari est sorti d'une poubelle et leur a dit de battre en retraite. Titaru se demandait si Colt en savait plus sur son frère, et Mihari lui a rappelé que Perion ciblait actuellement Colt. Titaru se demanda si Mihari pensait que son frère était revenu sain et sauf de la guerre, étant donné sa capacité à créer de telles extensions. Mihari hésita, expliquant que des pièces similaires avaient été utilisées pendant la guerre, rendant difficile d'en être certain. Après un moment, elle a suggéré qu'il rencontrerait Colt à nouveau. Mihari s'est éloigné et a averti que les ingénieurs doivent toujours être prudents. Avant qu'elle ne puisse finir, une entité l'a attrapée et une alarme a retenti à propos d'intrus. Tataru a soudainement sauté devant Mihari et a tenté d'utiliser Harmony, mais a échoué, s'exclamant qu'il ne pouvait pas contrôler cette chose. Mihari lui a dit de ne pas agir précipitamment, car il ne comprenait pas encore pleinement les fonctions de Harmony. Pendant ce temps, l'entité a commencé à s'agiter et une explosion a éclaté à proximité. Tous deux se sont interrogés sur l'explosion. De l'autre côté, un homme tenait une fille par le cou, mais Inui l'a intercepté. L'homme a remarqué que le visage d'Inui correspondait à ce qu'on lui avait dit. Il a placé un couteau près de la tête de la fille, menaçant Inui de ne pas s'approcher, accusant la fille d'avoir divulgué des informations importantes malgré son attention pour elle. Juste au moment où l'homme était sur le point de lui faire du mal, Inui l'a rapidement poussé au sol et a demandé s'il était Sarashag. Il a nié toute implication dans le terrorisme, affirmant qu'il n'était qu'un médiateur qui avait fourni un garçon pauvre et élargi à Spitsbergen. Lors de l'événement, l'entité a appréhendé Tataru et Mihari, mais Colt a suivi, demandant à l'entité de les laisser partir. Colt s'est tourné vers Tataru, heureux de son arrivée, mais surpris qu'il ait amené Mihari. Colt fut stupéfait de réaliser que Tataru contrôlait l'entité. Mihari demanda à propos de l'explosion, et Colt expliqua que c'était le travail dont il avait parlé plus tôt. Il révéla que tous les officiels de Parion montraient dans le train devant eux si quelque chose tournait mal lors de l'événement. Le train, cependant, avait une bombe prête à exploser, contrôlée par un dispositif dans la main de Colt. Mihari comprenait ses sentiments, mais qualifia cela de plan terrible. Colt la rassura qu'il ne ferait pas de mal aux civils, expliquant que ses jeunes sœurs mouraient de faim et ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Il jura de leur montrer une vie meilleure, quel qu'en soit le prix. Colt demanda à Tataru de le libérer en utilisant le corps de l'entité, mais alors qu'il parlait, le train se mit soudainement en mouvement et le dispositif de contrôle glissa des mains de Colt.
Colt le poursuivit, tandis que Mihari pressait Tataru de suivre. Tataru courut en utilisant le grand corps, et ils rencontrèrent Colt sur le toit du train. Colt conseilla à Tataru de revenir, car le grand corps ne lui convenait pas. Tataru demanda ce qu'il adviendrait de la famille de Colt s'il était arrêté en tant que terroriste. Colt insista pour faire exploser la bombe lui-même, mais voulait d'abord semer le suiveur de Parion à proximité. Alors que le train accélérait et que le suiveur de Parion s'approchait, Tataru proposa de le distraire pendant que Colt s'échappait. Colt sauta par-dessus l'homme qui se retourna immédiatement pour l'attaquer, mais Tataru sauta par-dessus lui, refusant de le laisser blesser Colt. Colt s'envola, exhortant Tataru à se dépêcher avant l'arrivée des renforts. Colt atteignit la bombe et la désactiva manuellement. Il se tourna ensuite vers Tataru, mais une voix derrière lui l'appela un rat de laboratoire, suggérant qu'il avait été aveuglé par les offres de Spitsbergen. Colt se tourna pour voir le même homme que Tataru avait distrait plus tôt. Tataru réapparut avec l'homme, s'excusant auprès de Colt. Les partisans de Parion ont appréhendé Colt, qui a soupiré qu'ils étaient trop tard, car il avait déjà activé le dispositif de sécurité de la bombe. Elle exploserait si elle était retirée. Colt a dit à Mihari et Tataru que sa famille recevrait toujours l'argent même s'il mourait, assurant que ses sœurs pourraient envisager un avenir pour elles-mêmes. L'homme a accusé Colt de trahir Parion et Spitsbergen, expliquant que le train transportait des manifestants et des orphelins innocents qui avaient chanté pendant l'événement. Il a affirmé que cela incriminerait Spitsbergen pour avoir bombardé des innocents, élevant ainsi le statut de Parion. L'homme a ordonné à son subordonné de détacher le wagon avec la bombe. Colt a essayé de l'arrêter, mais l'homme a tiré sur Colt, sectionnant son bras artificiel. Colt a réussi à retirer la bombe avec son autre main, mais son médicament s'est épuisé et la bombe a failli exploser. Tataru a repris le contrôle de Harmony, sauvant Colt en jetant la bombe au loin. Mihari a demandé à Tataru s'il était blessé, mais il ne l'avait pas remarqué. Elle a expliqué que Parion avait utilisé des balles anti-expansion qui avaient traversé le corps de Colt. S'il ne l'emmenait pas bientôt à l'hôpital, il mourrait. Colt toussa, assurant à Mihari qu'il allait bien. Il félicita Tataru, le remerciant d'avoir sauvé les innocents. Mihari demanda à propos de ses membres artificiels et Colt admit qu'il les avait volés sur le marché noir. Colt s'excusa pour les problèmes qu'il avait causés et demanda à Tataru de prendre le contrôle de son corps pour le ramener chez lui. Mihari hésita, mentionnant que Tataru avait déjà fatigué son cerveau ce jour-là. Colt supplia et finalement Tataru le ramena chez lui sur son dos. Tout au long du voyage, Colt n'a pas arrêté de parler, louant Tataru pour son aide, malgré le fait qu'il le connaissait à peine. Il a remercié Tataru à nouveau et est décédé. Pendant ce temps, Inui a dit à Sarah Chang que l'attaque terroriste sur Parion avait échoué. Sarah Chang répondit que même si cela avait réussi, cela aurait augmenté les préjugés contre les expanseurs. Il ajouta que si cela échouait, ils élimineraient les expanseurs en tant que criminels, qualifiant cela d'approche très égoïste. Sarah Chang révéla que le but de Spitsbergen était d'éliminer tous les expanseurs. L'homme qui avait engagé Inui pour l'affaire apparut et Sarah Chang l'appela Rosso. Rosso expliqua qu'il n'était pas là en tant que chef de la sécurité, mais qu'il était venu parce que les armes qu'il avait vendues à Spitsbergen avaient coûté à de nombreuses familles et leurs proches. Il emmena Sarah Chang, laissant Inui réfléchir à la description de Victor qui désirait le revoir. Inui resta perplexe, laissant tomber sa cigarette. Inui retourna à sa bibliothèque où un document l'attendait, l'informant qu'il était en retard. Inui répondit qu'il avait déjà fermé pour la journée, mais elle insista, disant qu'elle avait besoin de lui pour accomplir une tâche. Soudain, Seven attaqua Inui par derrière dans l'obscurité, mais Inui, plus prudent, dévia rapidement Seven et le traita de lâche. Pendant ce temps, Seven a détruit la cigarette d'Inui, tandis qu'Inui lui demandait à plusieurs reprises de déplacer son pied, parce que c'était une bonne cigarette. Seven a répondu qu'il ne prenait des ordres que de Pepper. Inui a exprimé de la pitié pour cela, et les deux se sont affrontés, prêts à se battre. Pepper les a interrompus et a dit à Inui qu'après les avoir comparés face à face, elle était certaine qu'il était complètement différent. Il possédait le revolver du passé et du présent. Inui se pencha, ramassa sa cigarette écrasée, et demanda à propos d'un adepte de Parion. Pepper se déshabilla, lui montrant l'insigne, et il demanda avec surprise comment il le savait. Bien qu'elle n'aimât pas le mot adepte, elle admit qu'il avait entièrement raison. Inui a dit à Pepper qu'une personne avait actuellement besoin d'une licence du bureau de la reconstruction pour se déplacer librement, mais il était intrigué par sa main droite, qui appartenait à la paire, un dispositif utilisé pour lancer le programme de contrôle de l'unité de maintenance du revolver. Il était surpris que de telles choses existent encore. Inui se tourna pour éteindre sa cigarette, disant que le bureau de reconstruction ne permettrait jamais à l'un des deux de se promener avec une unité de maintenance de revolver. Cela signifiait que Parion était le seul capable de les utiliser. Pepper demanda avec suspicion si son nom était Inui Jozo. Elle jeta un coup d'œil autour du bureau, confirmant qu'il était vide, et nota qu'il ne semblait pas lié à quoi que ce soit là-bas. Elle remarqua un livre et le toucha, disant qu'elle aimait les livres parce que les mots imprimés devenaient des choses tangibles que l'on pouvait posséder. Pepper dit alors qu'elle était venue pour des raisons personnelles, expliquant que tous ces outils avaient des propriétaires et qu'elle voulait le vaincre, lui et son propriétaire, après quoi elle écrirait son nom sur lui. Ensuite, Seven s'inclina devant Pepper et elle tira quelque chose de son dos. Un nuage de poussière semblable à une tempête éclata et Pepper ordonna à Seven de détruire Inui. Inui comprit rapidement que le programme de combat avait été activé par le duo et que Seven et Pepper allaient de l'affronter. Le combat commença et Inui lança rapidement Seven au pied de Pepper sans effort. Pepper exhorta Seven à ne pas la décevoir. Seven se releva et donna un coup de poing rapide au visage d'Inui, provoquant une explosion qui les projeta tous les deux hors du bureau, détruisant le mur et causant une explosion massive.
Pepper les suivit en bas et demanda à Inouï s'il n'avait vraiment pas le contrôle de son revolver, disant qu'il mourrait à ce rythme. Inouï se leva, disant qu'il n'utilisait sa force que pour accomplir les tâches qu'il acceptait et qu'il n'écouterait pas ses demandes futiles. Pepper dit qu'elle était encore plus impressionnée par lui. Pepper se précipita vers lui avec son arme tranchante, mais Tetsuo sauta devant Inouï pour le protéger. Au même moment, Pepper réalisa que Tetsuo avait pris le contrôle du corps de Seven. Elle s'exclama, incrédule. Impossible. Tetsuo perdit bientôt sa force et Mihari lui dit avec anxiété qu'il avait utilisé trop de résonance. Pepper répéta, choqué. Résonance? Pendant ce temps, Christina cria alors que son bâtiment était détruit. Pepper commença à se frotter la tête, disant que cela devait être Tetsuo, le garçon dont Periorn avait parlé, et que ce serait regrettable si elle mettait la main sur lui. Pepper s'approcha d'Inouï, lui lécha le visage et commenta, délicieux, tandis que Mihari regardait avec étonnement. Pepper dit ensuite à Seven que l'affaire était terminée et qu'il devait partir. Elle gronda Seven pour avoir laissé quelqu'un d'autre le contrôler et lui refusa des sucreries en guise de punition. Seven courut après elle, tandis qu'Inouï s'effondra soudainement, blessée. Plus tard, des agents de suppression de l'expansion arrivèrent pour inspecter le bâtiment de Christina, et Christina, furieuse, exigea qu'ils trouvent rapidement le coupable. Pendant ce temps, Inouï alluma une cigarette après avoir été soignée pour ses blessures et dit à Cronin que la combinaison de l'unité de maintenance du revolver et de l'un des deux était un adversaire difficile pour lui. Inouï s'est qualifié de victime du jour et a demandé à Cronin de rester silencieux et de faire son travail, que ses pots de vin couvraient. Christina a menacé de cesser de payer ses impôts s'il ne trouvait pas le coupable. Cependant, lorsqu'elle a vu Cronin, elle l'a complimenté sur son apparence et lui a demandé s'il connaissait Inouï. Elle a supposé qu'il pourrait être le président puisqu'il avait l'air différent des autres, inspectant l'endroit. Plus tard, Cronin s'est assis devant Inouï, lui montrant des photos de Seven et Pepper, expliquant qu'ils étaient ceux qui l'avaient attaqué et qu'ils étaient analystes sous Periorn. Il a ajouté qu'il semblait éliminer ceux qui s'opposaient à l'entreprise. Inouï a dit qu'il ne voulait pas admettre qu'ils partageaient le même travail. Cronin a supposé qu'ils pourraient être ceux qui ont attaqué le directeur Oliviero il y a quelques jours, bien que leur cible principale ait probablement été Mega Armed ou Hayden, suggérant que Periorn avait payé pour cacher la vérité. Inouï a dit qu'il devrait les poursuivre et demander une compensation pour les réparations du bâtiment, où il serait licencié. Cronin s'est levé, disant que le bureau de suppression de l'expansion avait décidé de se retirer de l'affaire et de ne pas poursuivre les deux. Il a promis d'affecter des surveillants au bâtiment, mais a conseillé à Inouï de se protéger aussi. Inouï a demandé si c'était par peur qu'il s'était retiré. Cronin a demandé à ne pas être sous-estimé car il tenait toujours à ses principes malgré la décision de l'organisation. Avant de partir, Cronin a mentionné que la recherche du fils du PDG disparu de Periorn avait été abandonnée, bien qu'il soupçonnait que cela était lié à quelque chose qu'Inouï cachait. Après le départ de Cronin, Inouï regarda Tetsuo endormi, se remémorant le retrait de Pepper après avoir découvert Tetsuo, et le retrait de Periorn de la recherche de Tetsuo. Inouï se demandait avec inquiétude ce que Periorn prévoyait maintenant. Inouï s'assit sur une chaise, se remémorant les paroles de Cronin sur le fait que l'unité de maintenance du revolver et l'un des deux semblaient être des adversaires coriaces, le rendant pitoyable. Les mots de Pepper résonnaient dans son esprit. Tous les outils ont des propriétaires. Il se rappela l'offre de Tetsuo de l'aider dans son travail. Perdu dans ses pensées, Inouï se souvint d'une fois où quelqu'un conduisant un camion lui avait dit que la région était remplie de duvet blanc au printemps. Bien que ce soit un spectacle magnifique à voir, la personne lui rappela de suivre les ordres de son supérieur, disant qu'il avait tort de le traiter comme une personne et non comme un outil. À ce moment-là, Inouï était attaché quelque part dans le camion. Tetsuo s'est soudainement réveillé et a appelé Inouï, qui était distrait. Quand Inouï n'a pas répondu, Tetsuo a pensé qu'il était fatigué et a presque appelé Mihari, mais Inouï l'a arrêté, disant qu'il allait bien. Inouï a mentionné qu'il ne ressentait pas de douleur parce que son corps n'était pas comme de la chair humaine. Inouï a demandé à Tetsuo si son visage était sérieusement blessé parce que Mihari était extrêmement inquiète. Tetsuo a dit que cela ressemblait à des brûlures. Inouï a demandé ce qu'il entendait par ressemblait, et Tetsuo a expliqué que Mihari lui avait dit que son nom était Rinin, ce qui signifiait qu'il recevait les mêmes dommages que l'expandeur qu'il contrôlait. Inouï a demandé si utiliser à nouveau la résonance causerait du tort, mais Tetsuo est resté silencieux et s'est levé pour allumer la cigarette d'Inouï. Inouï le remercia, et Tetsuo s'excusa, disant que tout le monde était en danger à cause de lui, et qu'il avait même causé la blessure d'Inouï. Inouï lui dit qu'ils étaient venus pour lui, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Tetsuo se souvint d'Annie et Colt, qui étaient morts dès qu'il avait atteint sa maison. Il pleura, submergé, disant qu'il aurait pu sauver tout le monde s'il avait été plus fort. Plus tard, Inouï se tenait à la fenêtre de son bureau, réfléchissant à la scène. Mihari entra, lui disant qu'elle avait amené un client. Inouï se tourna vers elle, répétant « Client ?» alors que le client entrait, retirant son chapeau et disant que ces mots pourraient sembler surprenants, mais qu'il voulait qu'Inouï protège une fille spécifique d'un fantôme expandé qui la traquait. Plus tard, Inouï et Mihari apparurent dans la voiture décapotable du client, Mihari s'amusant énormément. Inouï demanda pourquoi elle était venue et avait laissé Tetsuo derrière. Mihari dit que Tetsuo irait bien sous la protection du bureau de suppression de l'expansion et que Periorn ne pouvait rien faire d'imprudent. Si Tetsuo essayait de forcer la porte, un courant haute tension serait libéré. Inouï se demanda quand elle avait installé quelque chose d'aussi dangereux. Mihari ignora la question et dit qu'elle devait l'accompagner en tant qu'ingénieur personnel, surtout après qu'ils aient échoué à sauver son bras gauche. De plus, le fantôme expandé l'intriguait, car elle pourrait voir un ancien modèle d'expandé. Ils arrivèrent bientôt au manoir de McMahon. Inouï et Mihari descendirent ensuite, suivant leur client, Danny Joe, qui travaillait au ministère de la Justice. Danny se tenait devant les grilles du manoir McMahon, accompagné d'Inouï et Mihari. Plus tôt, Danny avait confié à Inouï la tâche de protéger
protéger Rose, la fille de son défunt ami George McMahon, l'ancien propriétaire du manoir McMahon. Lorsque Inouye entra dans le manoir, cela semblait être une mission de routine. Inouye a appris que Rose avait eu un accident de voiture il y a quelques jours, qui avait tué ses parents, la laissant comme seule survivante. Cependant, Rose a perdu une jambe et a subi de graves blessures. Depuis, des événements étranges se produisaient à l'intérieur du manoir. Certains domestiques ont affirmé avoir vu une silhouette sombre, et Danny a mentionné que la plupart du personnel avait démissionné à cause de cet incident, ne laissant personne pour s'occuper de Rose. Inouye a fait remarquer qu'il comprenait ce qui se passait, mais qu'il n'était pas voyant. Il a demandé à Danny s'il était sûr qu'Inouye était la bonne personne pour le travail. Danny répondit calmement qu'il avait rencontré la silhouette sombre dont tout le monde parlait et l'avait même poursuivi, mais l'avait malheureusement perdu. Danny se tenait ensuite près d'une fenêtre et demanda à Inouye de regarder dehors. Inouye remarqua des empreintes dans le jardin et se demanda si elles appartenaient à la silhouette sombre. Danny dit qu'il ne croyait pas que c'était un fantôme, mais Rose, si. Danny se tourna alors vers Inouye et expliqua que lui et son défunt ami George travaillaient à résoudre des affaires impliquant des stretchers. Ils voulaient découvrir le motif du tueur pour protéger Rosé d'un danger constant. Danny a ensuite emmené Inouye et Mihari dans la chambre de Rosé, mais en entrant, la pièce semblait vide. Danny a rapidement tiré Rosé de sous le lit, lui demandant si elle s'était cachée au même endroit encore une fois. Rosé a répondu qu'elle avait toujours l'impression que quelqu'un rôdait, convaincue que la silhouette sombre la visait. Soudain, Rosé remarqua Inouye et Mihari dans sa chambre et lança un vase à la tête d'Inouye, demandant avec colère pourquoi il y avait un brancard dans sa chambre. Mihari regarda Inouye avec inquiétude. Danny essaya de calmer Rosé, expliquant qu'il avait engagé un brancardier pour la protéger. Il a demandé si son père lui avait dit quelque chose avant l'accident parce qu'il soupçonnait que le tueur cherchait quelque chose que son père aurait pu laisser derrière lui. Rosé a dit que Danny lui faisait mal avec ses mains et Danny s'est rapidement excusé, réalisant qu'il lui serrait les épaules sans s'en rendre compte. Mihari est alors intervenu, ordonnant à Inouye et Danny de quitter la pièce immédiatement. Inouye a essayé de la convaincre que c'était son travail, mais elle l'a poussé dehors sans écouter. À l'extérieur de la pièce, Inouye sécha son arme pour éviter la rouille, tandis que Danny s'excusait pour le comportement suspect de Rosé envers les brancardiers. Inouye répondit qu'il y était habitué à cause de son visage. Pendant ce temps, d'étranges faisceaux lumineux apparurent, et Inouye les remarqua immédiatement, disant « Il semble que la cible soit apparue ». Inouye courut vers la source de la lumière. De l'autre côté, Rosé se calma et s'allongea dans son lit, tandis que Mihari était assise à proximité. Mihari se présenta comme une ingénieure spécialisée dans les brancards et une amie du grand brancard que Rosé venait de rencontrer. Rosé se leva et ordonna à Mihari de partir, disant qu'elle ne savait pas ce que Danny leur avait dit, mais qu'elle ne subirait aucune procédure d'étirement. Mihari expliqua calmement qu'étant donné l'état de Rosé, elle ne pouvait probablement pas se laver correctement, et assura Rosé de son expérience dans le soin des patients. De l'autre côté, Inouye était poursuivi par une main artificielle désincarnée. La main s'enroula autour de lui, jusqu'à ce qu'Inouye la saisisse et demande à qui elle appartenait. Dans la chambre de Rosé, Mihari nettoyait doucement le corps de Rosé avec de l'eau et demanda si Rosé détestait les brancards. Mihari expliqua que certaines personnes étaient naturellement attirées par le pouvoir et pouvaient devenir des criminels après l'étirement, tandis que d'autres subissaient l'étirement juste pour survivre. Rosé a dit qu'elle ne pouvait pas croire que quelqu'un choisirait une telle forme juste pour survivre. Rosé a ensuite mentionné que lors de l'accident, la main d'un brancard avait percé le pare-brise de sa voiture. Elle était certaine de ce qu'elle avait vu parce que le travail de son père avait fait que les brancards le détestaient. Mihari a compris et a dit qu'elle pouvait voir pourquoi le fait que le père de Rosé fasse partie du ministère de la Justice rendrait les brancards rancuniers. Soudain, Mihari s'exclama d'émerveillement devant une photo de Rosé sur une moto et demanda à ce sujet. Rosé dit que c'était la moto de son père et Mihari s'émerveilla qu'il n'y ait eu que 5 modèles de ce type. Le Gustave 360 MV, produit pendant la guerre. Mihari commença alors à énumérer les spécifications impressionnantes de la moto, mais se rendit vite compte qu'elle divaguait et s'excusa. Rosé a dit à Mihari que la moto était entreposée et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Mihari a demandé avec enthousiasme si Rosé était sérieuse, et Rosé a répondu désespérément qu'elle ne pouvait de toute façon pas l'utiliser. Mihari a alors remarqué que Rosé jouait constamment avec son collier et a demandé s'il était spécial. Rosé a expliqué que son père le lui avait donné pendant l'accident et s'est demandé pourquoi il lui avait fait un tel cadeau. À ce moment-là, Danny a fait irruption dans la pièce, disant que le tueur était là. Mihari a rapidement couvert le corps de Rosé et a réprimandé Danny pour être entré si brusquement. Danny a dit qu'il n'y avait pas de temps pour parler de ça et qu'il devait partir pour un endroit sûr pendant qu'Inouye s'occupait du tueur. Danny a immédiatement pris Rosé et a commencé à partir, mais Mihari l'a averti d'être prudent avec Rosé. Danny l'ignora et continua à avancer. Inouye bloqua soudain leur chemin et demanda à Danny s'il était fou d'être si détendu après avoir soi-disant éliminé le tueur. À ce moment-là, la main désincarnée réapparut. Rosé cria de peur, la reconnaissant comme la même main qu'elle avait vue pendant l'accident. Mihari dit qu'il était impossible qu'une civière existe avec seulement des mains. Rosé demanda à Inouye pourquoi la main de la silhouette ombragée était avec lui. Inouye a répondu qu'il allait maintenant révéler la véritable identité de l'ombre. Inouye a pointé Danny et a demandé pourquoi il avait créé de fausses empreintes pour convaincre Rosé qu'il y avait un tueur cherchant quelque chose que son père lui avait laissé. Inouye s'est ensuite approché du lit de Rosé, a révélé un dispositif d'écoute caché que Danny avait placé dans un cadre photo et a accusé Danny d'avoir échoué à protéger Rosé et de l'avoir laissé seul tout le temps.
Inui exigea que Danny remette Rosé, disant que c'était pour son propre bien. Rosé refusa de croire Inui, disant que les brancardiers ne visaient qu'à nuire aux gens et n'étaient plus humains parce qu'ils étaient devenus des monstres. Danny profita de la confiance de Rosé en lui et partit avec elle, ignorant les appels de Mihari. Dans la voiture, Danny dit à Rosé qu'il était content qu'elle l'ait cru et soit venue avec lui. Rosé répondit qu'elle avait espéré que ce qu'elle avait entendu était un mensonge mais qu'elle était maintenant méfiante envers lui. Elle pointa alors une arme sur l'arrière de sa tête. Danny remarqua le collier se balançant autour du cou de Rosé dans le rétroviseur et réalisa que c'était l'objet que George avait laissé derrière lui. Il expliqua qu'il avait placé le dispositif d'écoute dans sa chambre pour trouver l'emplacement de l'objet. Danny a dit que lui et George travaillaient pour la justice, mais qu'ils avaient affronté un ennemi énorme, la société Period, qui éclipsait toute la ville. Il a dit que George avait collecté des données prouvant les dangers des brancards qui pourraient être utilisés pour faire tomber la société. Rosé a demandé si le collier était ce qui écraserait les brancards et s'est demandé pourquoi son père l'avait impliqué dans un tel danger, surtout que c'était lié à leur travail commun. Danny a dit qu'il ne savait pas non plus pourquoi George avait impliqué Rosé. Soudain, Danny arrêta la voiture, faisant perdre l'équilibre à Rosé qui tomba sur le siège. Danny prit le pistolet et dit qu'il ne savait pas comment George avait obtenu les données, mais le traita de lâche pour avoir refusé de les utiliser. Il avait prévu de fuir le pays avec sa famille au lieu de remettre les données à Spitsbergen, ce qui aurait éliminé les brancards et leur aurait rapporté beaucoup d'argent. Danny chargea le pistolet et dit à Rosé, qui était maintenant effrayé, que l'erreur de son père était la raison pour laquelle il devait agir. Rosé a demandé si Danny était le tueur et il a répondu oui, mais a dit que la main désincarnée la protégeait de manière inattendue depuis l'accident. Il avait fait venir Inui pour aider. Rosé pensa qu'elle était vraiment stupide. Danny leva le pistolet pour s'assurer de la mort de Rosé, mais la main désincarnée l'attaqua, déjouant son plan. Danny s'exclama qu'il était impossible que la main se soit cachée dans la voiture. De l'autre côté, Mihari et Inui étaient en route pour poursuivre Danny. Ils arrivèrent bientôt et Inui tira sur la voiture, ce qui fit perdre le contrôle à Danny et l'arrêter. Inui se tint devant Danny et dit qu'il accomplirait sa mission de protéger la jeune femme de l'ombre. Inui frappa Danny et demanda qui paierait maintenant son salaire. Plus tard, Russo du bureau de sécurité est arrivé et a dit à Inui qu'il était sûr que le bureau anti-étirement prendrait en charge l'affaire après une enquête approfondie. Cependant, il avait besoin de l'aide d'Inui pour enquêter sur la mort de la famille de Rosé. Pendant ce temps, Mihari a crié à Inui, disant qu'elle avait résolu le mystère du collier. Cela ressemblait à un ancien dispositif de stockage. Inui a dit qu'il prendrait les données comme récompense. Rosé s'est excusé auprès d'Inui pour ses paroles dures précédentes, mais Inui a dit qu'il était seulement intéressé par l'exorcisme des esprits maléfiques. Il est ensuite parti. Mihari a demandé à Rosé de l'appeler si elle voulait un jour faire un étirement, lui assurant que le logo tenait sa promesse, sécurité et bon look. Mihari a ensuite couru après Inui, lui demandant de l'attendre.